Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans le podcast featuring. Et comme j'ai l'habitude de dire, featuring parce qu'on est en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes avec Sully Seyfil. Comment vas-tu, Sully? Très bien, Driver. Je te remercie pour l'invitation. Ouais. C'est plaisir. Content de te recevoir. Yeah. On s'est souvent croisés durant toute cette histoire qu'est le hip-hop. Exactement. Histoire qui continue. Et je connais ton parcours et il y a des parties que je ne connais pas que je vais découvrir en même temps que les auditeurs. Okay. Donc il fallait que tu sois là. Ben merci, avec plaisir. Et puis félicitations à toi parce que je vois le podcast, comment ça avance, tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça lâche pas le hip-hop depuis tant d'années. Ah, on aime trop ça. Mais respect, mon seigneur. On aime trop ça. Donc, on commence par le commencement. Et ici, le commencement, c'est lorsque le hip-hop rentre dans ta vie. Ouais. Comment? Quelle discipline? Pourquoi? Raconte-nous tout. Alors, c'est pas évident de s'en souvenir parce qu'on a plus 20 ans, donc ça remonte. Il y a fort lointain, on va dire, comme dirait l'autre. En fait, moi, je pense que je suis tombé amoureux du hip-hop à travers la danse grâce à mon grand frère qui, avec ses potes, dansait. Ok. Je savais pas de quelle façon il se procurait les cassettes vidéo de mecs qui breakaient, des mecs qui smurfaient. Donc voilà, très rapidement, je les ai suivis. Puis comme mon grand frère a arrêté, moi, j'ai continué. Okay. Il était hors de question que j'arrête ce truc. D'ailleurs, j'ai pas compris comment mon grand frère allait arrêter parce que pour moi, c'était... Je sais pas quoi, c'était la ruée vers l'or, ce truc, tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc juste pour être précis par rapport à ce que tu me demandes, c'est la danse qui m'a dans un premier temps séduit par rapport au hip-hop, ouais. Moi, je me souviens que je me suis mis à danser parce que j'ai vu l'émission de Sydney, HIP sur TF1. Toi, c'est quand tu te mets à danser, c'est avant, pendant, après cette émission? Ouais, c'est pendant, ouais. C'est pendant, ouais. Voilà. Parce que j'ai pas un souvenir précis, mais je dirais pendant, ouais. Donc, pour aider ton grand frère, moi, j'avais arrêté parce que l'émission s'était arrêtée à la télé. D'accord. Donc, je pensais que tout ça, c'était fini parce que ça passait plus à la télé. Ouais. Donc, peut-être que lui aussi. Pas vraiment, parce que moi, j'ai été, approché par un groupe qui s'appelait TKS, The Criminal Stars. Okay. Donc, c'était un premier groupe qui réunissait des rappeurs, des taggers, des danseurs. Dans ton secteur? Ils étaient dans attends que je dise pas de conneries, Val de Fontenay. Et toi, t'as grandi où, toi? Moi, j'étais dans le 77 à Emeraville, dans mon adolescence. Ok. Ouais. Okay. Et voilà, donc dans cette banlieue, c'était très connecté à tout ça. Donc il y avait beaucoup de gens qui passaient, même de Paris, parce qu'on avait une salle et ils venaient danser. On a eu le passage de graffiti artistes comme Lokis. On a eu des actuelles forces qui sont venus jusque-là, qui sont montés jusque-là. Ouais. Donc c'était très vivant. Et The Criminal Stars, les TKS m'ont recruté comme danseur parce que je me faisais mon petit nom. Okay. Et j'étais recruté dans ce groupe et ça a démarré à partir de ce moment-là, quoi. Ok. Donc là, tu danses. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la danse? Vous faites des représentations dans des concerts, parce que je me rappelle d'une époque où c'était pas des concerts de rap, c'était vraiment des festivals, des représentations dites hip-hop où il y avait de la danse, il y avait du graffiti, il y avait du rap, il y avait tout ça. Tu participes à ces choses-là avec ton groupe? Nous, on était plus dans ce qu'on appelle maintenant des battles, on était plus dans les défis, tu vois. C'était le mot, justement, de hip-hop, c'était maintenant le défi, tu vois. Donc, et comment ça se passait? Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, tac, on s'appelle, mais comment ça se passait? Comment un crew défie un autre crew, en fait, dans la danse? C'est une bonne question, mais bon, tu vois, c'est le bouche à oreille, quoi, tu vois. Ça faisait savoir, passer l'info, que voilà, tiens, un défi avec tel groupe, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous, tu vois. C'était ça, quoi. Ça se testait, tu vois, mais l'ambiance était tendue, quoi, tu vois. Pour de vrai. Et vous vous retrouviez où? Différentes salles. À Champs-sur-Marne, par exemple, je me souviens, à Champs-sur-Marne, on avait fait un gros défi. Ça bougeait un peu partout, comme ça. Ok. Donc là, t'as déjà cette culture de battle, tu le sais pas. Mais t'as ce truc de battle, de concurrence hip-hop, on va dire. Je le sais quand même, ça rase, parce que quand il fallait rentrer dans le cercle, t'avais intérêt à être bon, frère. Ok. Et je suis fier aussi parce que un mec aussi qui faisait partie des TKS, qui avait 11 ans, qui s'appelle Bruce Ikanji, à qui j'ai appris, célèbre. Exactement, à qui j'ai appris quelques pas de danse, et vu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi. Et c'est vrai qu'il me témoignait dernièrement, il se rappelait mieux que moi d'ailleurs, quand je rentrais dans des cercles, c'était quelque chose, quoi, tu vois, donc c'est cool. Je te rends compte que t'as été professeur d'un professeur. Exactement, professeur d'un maître même, je dirais. Tu vois, quoi. Ouais. Ok, c'est dingue ça. Ouais. Ok, la danse, première discipline du hip-hop que tu expérimentes et que tu fais plutôt bien. Ouais. C'est quoi la suite?
Parallèlement à ça, c'est moi Parce que j'étais déjà vu écrire sur des CD gravés et tout, et je tiens à dire qu'il y avait un certain lettrage. C'est vrai, j'avais un pote, déjà on était le crâne baisé par les films comme Beat Street, tu vois. Ouais. Ce genre de film avec le Wild Style également, avec tout l'esprit graffiti, tu vois. Franchement, ça nous a parlé à fond. Ok. Et c'est vrai que ce qui est beau avec le hip-hop, c'est que quand tu aimes le graffiti, quand tu aimes les tags, tu aimes la calligraphie, t'apprends à aimer la façon dont le E s'enchaîne avec le A, etc., etc. Et tu deviens vraiment amateur de calligraphie, et ça t'ouvre des portes vers l'art, en fait, quelque part, sans que t'en aies conscience, pour le coup, réellement, à ce moment-là, quoi. Et quand tu vois ce que font des calligraphes aujourd'hui, c'est un truc de malade, quoi, tu vois. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, je remercie énormément le hip-hop. Je fais une petite parenthèse, parce que c'est vrai que ça t'amène, tu pars de rien, et ça t'amène, au final, tu peux entrer dans des galeries, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai été effectivement séduit par la danse, et parallèlement à ça, il y a beaucoup de parallèles dans ma vie, mais en tout cas, parallèlement à ça, effectivement, on allait du côté du 77, on partait à la machette, on coupait les arbres, les branches pour pouvoir accéder à un pont et commencer à le peindre. Et aujourd'hui, quand je passe près de ce pont-là, je vois comment il est blindé de partout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vous. Et je me rappelle encore, exactement. Ouais. Je me rappelle, je me voyais encore en train de défricher le bordel, tu vois. Ouais. Oh, donc, ça fait des choses. Et également, parallèlement au fait de faire des graphes, des tags, même si, tu vois, effectivement, et puis en plus, quand tu montais sur Paris, tu voyais les tags de boxers, de squat, bandeau et autres, donc c'était magnifique. C'est clair. Et moi, parallèlement à ça, encore, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de parallèles, j'ai vite acheté des platines pour faire des mix, et avant même les platines, j'avais un poste double cassette sur lequel, toi, je mettais lecture d'un côté et j'enregistrais de l'autre. Ouais. Après, je rembobinais et j'enregistrais encore. Et tu sais, je faisais des putains de remix comme ça à la cassette, tu vois. Et ça donnait des trucs de ouf, quoi. À l'oreille, comme ça. Ouais. Ok. Et justement, t'as dit que t'avais acheté des platines, mais donc t'as fait un petit peu DJ à un moment. Ouais. Donc, mais encore une discipline. Mais avant qu'on passe à ça, pour bien terminer sur le graffiti, quel était ton tag? Moi, à un moment, j'ai tagué Sully beaucoup Sully. Qui est ton vrai prénom? Ouais, Sully mon vrai prénom. Ok. Ouais. Voilà, parce qu'à l'époque, quand même, on disait qu'il faut pas mettre son vrai nom, si la police t'attrape, tout ça, on sait jamais si ça peut remonter jusqu'à toi en voyant juste le prénom. Toi, l'insouciance, mais en même temps, voilà, et mes parents m'ont donné un prénom que je trouve original, donc j'en ai profité jusqu'au bout, quoi. Ok, c'est beau. Et donc les platines? Ouais, les platines, moi, tu vois, la musique, ça m'a toujours parlé. Tu sais, ma mère, elle écoutait des disques, tu vois, dans la baraque et tout. Mon père, pareil, chaîne stéréo, comme les Antillais, tu vois. Ouais. Même bien que ma mère, elle écoutait aussi des les basses et les aigus bien réglés. Je te jure, Equalizer, qui blague pas une seconde, tu vois. Voilà. Et donc, la musique, c'est un truc qui a toujours fait partie de moi. Chanter, ça a toujours fait partie de moi. Donc, je sais plus ce que tu me posais comme question. Mais... Non, les platines. Les platines, DJ. Effectivement. Comme la musique était proche de moi, j'ai acheté des platines relativement tôt. J'ai eu la chance aussi de connaître DJ Sec, qui était le DJ des Little MC. Okay. Et donc, on allait chez lui régulièrement. DJ Time Bomb aussi. Donc, on a pu avoir aussi un bon maître pour regarder comment ça se faisait, tu vois. C'est clair. Bien que moi, je faisais beaucoup de mix, tu vois, à la vibe, tu vois, et c'était plus pour les gars autour de moi, je faisais des cassettes. Ok. Mais c'est vrai que, DJ Sec, les scratchs, par contre, tu vois, là, voilà, tu vois, là, tu pouvais regarder, là, c'était vraiment un maître, quoi. Ouais, c'est clair. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Le rap. Comment t'en arrives à rapper? Comment ça se passe? Alors, dans TKS, comme je te dis, il y avait toutes les disciplines du hip-hop. C'était la particularité de ce groupe, qui était réuni dans un seul groupe. Et donc, il y avait une section rap aussi, avec DJ Shin et Auster. Donc, moi, j'étais danseur. Mais c'est vrai que je ressentais fortement la musique, et très rapidement ils l'ont ressenti, et donc ils m'ont ouvert les portes, tu vois, on va dire à la section rap, on va dire, du groupe. Okay. Et à partir de ce moment-là, ça a démarré. Et puis on avait la chance qu'Auster, de la même façon, avait acheté un sampler très tôt. Il avait même envoyé sa démo à Rapatitude, tu vois, à l'époque déjà. Tu vois, ouais. Ah, il était déjà prêt, structuré à ce moment-là. Ouais, il avait un bon morceau, véritablement, parce que c'est un mec qui écrivait bien, qui a un cerveau. Il avait un bon morceau, tu vois, il aurait pu éventuellement apparaître là-dessus. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, voilà, de par le fait qu'il achète relativement tôt du matos comme un sampler, donc tu pouvais côtoyer un sampler à cette époque, c'était incroyable parce que ça coûtait une blinde. Et puis comme c'est un mec qui est pas bête aussi, tu vois, ça t'apprend aussi pas mal de choses pour écrire tes textes, tu vois, t'as un bon coéquipier, quoi. Ok. Donc là, vous êtes tous les trois. Ouais. TKS. C'est le nom. Ouais, TKS, c'est le nom de l'entité générale. Et dans TKS, après, au fur et à mesure, on forme le groupe Coalition avec Auster, DJ et moi. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pendant toute cette période-là? Vous enregistrez, vous arrivez à enregistrer des démos? Parce que je sais qu'à cette période-là, il y a beaucoup de rappeurs qui enregistrent pas de démos. Ils vont juste freestyler sur scène ou dans des radios où ça freestyle. Et souvent, l'enregistrement cassette de votre pote, ça devient votre démo. Ouais.
Est-ce que vous avez accès à des studios pour enregistrer? Dans un premier temps, non. Mais c'est vrai que très rapidement, on se procure un micro pour enregistrer nous-mêmes. Ok. Et après, c'est vrai qu'après, en dehors de ça, on partait faire des radios à gauche, à droite. Mais c'est vrai que, ouais, après, Auster, il a investi dans du matos pour enregistrer. Et puis, on a eu la chance aussi de rencontrer un gars qui a écouté... Parce que, ouais, on a enregistré une maquette avec le matos d'Auster. Et puis, on a rencontré un producteur indépendant, totalement indépendant, qui a kiffé un morceau qu'on a fait et qui nous a mis en studio pour la première fois de notre vie, quoi. Ok. Ouais. Et du coup, donc, dès le départ, vous avez vos propres beats, vos propres instrus, en fait. Bah, ouais, très tôt, ouais, très tôt. Ouais, très tôt. Ok. Ouais. Très bien. Vous faites des concerts, tout ça, un peu? Très peu, mais on en fait, ouais. Ouais, très peu, mais le temps d'apprendre à faire du vélo, tu vois, mais... Ok, ouais. normal. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour le groupe, donc, qui s'appelle Coalition à ce moment-là? Et ben donc on signe avec ce producteur indépendant là, légèrement un peu tordu aussi. et comment dirais-je, et il se trouve qu'on a une maquette, un morceau qui s'appelle C'est ainsi, qu'on fait avec ce producteur. Il nous présente un chanteur qui est super bon d'ailleurs. Donc on met le chanteur sur le morceau et franchement ça donne un vrai truc de fou. Quelques temps après, BMG entend parler de notre morceau. Et donc nous propose de nous signer. Sauf que nous on avait signé avec ce producteur indépendant et tout. Ok. Donc de mémoire, hein, je crois qu'il a pris, alors je sais plus, c'était en francs, j'imaginais à cette époque, il a pris 30 000 francs, je crois, un truc comme ça, pour qu'il puisse racheter le contrat. Et donc BMG a racheté le contrat à ce mec-là. Ouais. Et vous étiez libre. Exactement. En 30 000 francs, c'était une somme ouais, quand même à l'époque. Une grosse somme. Ça veut dire que BMG croyait en vous quand même. Franchement, ça faisait mal à la tête parce que tu sais que t'as BMG qui s'intéresse à toi, t'as un mec qui veut pas lâcher le morceau et tout. Puis après, il part avec un gros billet. Bon, bah, tant mieux pour lui, hein, tu vois. Mais c'est vrai que c'était une grosse somme. Vous avez bien aimé prendre ces 30 000. Tu m'étonnes. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que vous êtes chez BMG? Alors, une fois qu'on est chez BMG, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comment dirais-je, j'ai rencontré une femme dans ma vie aussi. Ouais. Tu vois, parce qu'on se raconte les choses pour de vrai. Je suis chef driver, tu vois. On est là pour ça. J'ai rencontré aussi une femme dans ma vie qui m'a aussi beaucoup appris l'univers de la musique. En l'occurrence, elle s'appelle Anne Lamy, à qui je fais un big up, tu vois. C'est la mère de ma fille, tu vois, qui travaillait parce qu'un jour, mon pote du 77, Lone, qui a produit Bustaflex par la suite. Lone, on va en parler juste après. M'amène, me dit, ouais, on a signé un contrat avec Nicolas de AS, PCB, Nicolas PCB. Et si tu veux, monte avec moi, parce que tes morceaux, ils sont bien, monte avec moi, on va dans la maison de disques, comme ça, tu pourras faire écouter tes maquettes, tu vois. C'est cool, ça. Ouais, carrément. Donc, mortel, tu vois. Tu viens de la banlieue, là, on t'emmène chez Barclay, tu comprends pas ce qui t'arrive et tout, tu vois. Au fur et à mesure du temps, on a sympathisé avec Anne, tu vois, qui était la directrice artistique de mon poteau, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, on s'est mis ensemble et j'ai eu un enfant avec Anne, à qui, une fois de plus, je fais un gros big up parce que c'est quelqu'un qui est dans son métier, qui est archi professionnel, qui est respectueuse des artistes et a toujours une très très bonne image aujourd'hui. Elle continue à faire les subventions pour différents artistes et que des bigs. Donc gros big up à elle. On la salue. Ouais. Et donc voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui m'a grave ouvert les yeux sur le métier d'artiste, etc. Donc ce soit clair, pour que les auditeurs ne te voient pas comme un pistonné. Elle travaille chez Barclay. Universal, enfin à cette époque-là c'était Barclay Polygram. Et toi tu es chez BMG. T'es pas signé. Non, il était hors de question. Anne Lamy, voilà. Il était hors de question de faire ça justement pour pas, comme tu viens de le dire, que j'ai l'air d'un pistonné. Mais ce qui est cool, c'est que elle t'explique des choses parce qu'elle travaille déjà donc chez Barclay en maison de disques et tout. Elle t'explique des choses pour l'industrie et tout. Et vous êtes un peu plus armés. C'est exactement. Cool. Donc du coup, chez BMG, vous sortez. Chez BMG, on sort le premier maxi, sauf que BMG nous donne une condition, c'est-à-dire nous, on a un chanteur sur le refrain, comme je te disais tout à l'heure, qui était super fort. Et ils nous disent qu'il faut remplacer ce chanteur par un chanteur de chez eux. Ok. On fait OK, mais franchement, le chanteur qu'on avait, il était vraiment fort, quoi. Il faisait vraiment la magie sur le morceau. On peut avoir son nom ou c'est... Le chanteur, il s'appelait Kevin, mais j'ai aucune trace de plus de ça que de ce mec-là, quoi, malheureusement. Parce qu'il a un vrai talent de fou. Et comment dirais-je, donc, il se trouve qu'à cette époque, chez BMG, il y avait Hachim, tu vois. Donc Hachim, c'est pas rien aussi dans le milieu hip-hop à ce moment-là, tu vois. Pionnier. Exactement. Donc c'est pas rien, sauf que sur ce morceau, notre chanteur, ça faisait vraiment la lumière, quoi. Et donc nous, on s'est dit, on a fini par accepter, même si ça n'a pas été simple, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu sais, t'as une maison de disques, tu viens d'arriver, il te faut un bras de fer pour changer le chanteur. C'est les professionnels, tu veux pas. Mais au bout d'un moment, tu discutes avec le mec, il dit, vas-y, allez-y les gars, c'est pas grave et tout, tu vois. Donc on part avec Hachim, sauf que le morceau, je te dis franchement, c'était plus le même, quoi, tu vois. Ouais, c'était plus le même. Donc, on a suivi un peu cette directive, mais au final, le truc, il a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner. C'était plus la même âme, c'était plus le même délire, quoi, tu vois. Et je me rappelle c'était la bande originale d'un film aussi en même temps. Ouais, après BMG, là, à la base, non. Mais après BMG, tu sais, tu connais les maisons de disques, les éditions, machin, ils ont réussi à le placer dedans. Ok.
Moi, c'est à ce moment-là que Coalition à mes oreilles, en tout cas. C'était avec ce morceau-là que je trouvais, moi, réussi. Je connais pas la première version de la chanson, mais moi, j'aimais bien le refrain. À l'occasion, j'essaierai de te trouver le truc pour faire écouter. Parce que tu vas me dire, ah oui, t'as raison. Ok. Ouais. Très bien. J'aimerais qu'on parle en parallèle de l'Aune, parce que tu vois, tu me dis que c'est l'Aune qui t'a ramené chez Barclay pour faire écouter ta musique ou quoi. Donc j'aimerais qu'on parle de l'Aune, de la relation que t'avais avec lui, sachant que moi, l'Aune, la première fois que j'entends parler de lui, il y a son groupe AS, comme tu l'as dit avec Nico, mais c'est surtout parce que il s'apprête à faire toutes les musiques de l'album de Rico. Qui est un rappeur de ma ville, de Sarcelles et tout. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'entends l'Aune. Tu peux me parler de ta relation avec lui? L'Aune, c'est un gars avec qui j'ai été en 4e à l'école, tu vois. Ok, donc. Donc on s'est retrouvés là. Donc il m'a avoué d'ailleurs, quand il est arrivé dans la classe, il a vu que j'étais là, comme il savait que j'étais hip-hop à mort. Il avait les yeux qui brillaient et tout. Ah, ok. Ouais, on passait notre temps à breaker dans les couloirs où c'était interdit et tout, tu vois. Okay. Donc vraiment, c'est un mec qui aime toujours le hip-hop et qui est toujours un mec, tu vois, une fois que c'est dans ton ADN, c'est pour la vie, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'en est quand même écarté. Aujourd'hui, entre parenthèses, il vit à Los Angeles et bientôt à Miami. Mais donc, c'est un mec, c'est un artiste vraiment avec un grand A, c'est-à-dire le mec... en termes de graffiti, il fait des trucs de fou, tu vois. Il regarde un tableau de Picasso, il te refait la même, quoi. Ou alors il peut te faire la même avec une inspiration à lui, tu vois. Non, c'est un génie. En fait, c'est un génie, l'autre. Un peu barré dans son crâne, comme tous les artistes, tu vois. Mais c'est un putain de génie, aussi bien dans le dessin que dans la musique. Il fait plus de choses encore. Et donc, on a passé pas mal de temps ensemble. On a comment dirais-je, déguster le hip-hop aussi ensemble, les bons moments, les bons morceaux du hip-hop et tout, tu vois. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé des belles années de mon adolescence. Ok. Sachant que lui aussi, il est beatmaker. Ok. Toi, le beatmaking, ça arrive quand? Parce que là, tu m'as parlé du morceau de Coalition qui est sorti, c'est ainsi. Qui a fait le beat? C'était toi déjà? DJ Shin. C'était Shin, ok. Donc ton DJ. Mais moi, pas loin derrière pour dire, tiens, c'est ça, comme ça, tu vois. Et à force de, tu vois, au bout d'un moment, t'es frustré de dire, tiens, c'est ça, comme ça, et puis t'as pas envie de faire chier les gens tout le temps, tu vois. Donc, au bout d'un moment, à force d'être à côté, de regarder, tu te rends compte que tu sais le faire, en fait, tu vois. Donc, j'ai enchaîné comme ça, et après, j'ai pu concrétiser ce que j'avais dans la tête, quoi. L'Aune, il avait quelque chose à voir dedans? Il t'a coaché? Non, l'Aune, lui, avait aussi... son autoroute artistique qui s'ouvrait devant lui, tu vois, il produisait pour plein de personnes, il était avec Sony, il marchait main dans la main, il produisait plein d'artistes, notamment aussi Aphrodisiaque aussi par la suite. Bustaflex, Aphrodisiaque et plein de gens aussi. C'est pas lui qui a fait Bye Bye Menelik? Je crois que c'est lui. Il me semble. Lui, mine de rien, tu vois, quand on y pense, il y a des choses. Il me semble que c'est lui. Peut-être que j'ai une bêtise, mais en tout cas, il me semble qu'il a fait des choses avec Menelik. Absolument. Tu deviens beatmaker à quelle période? Je sais pas, en 95, possible. C'est rapidement 96. Après le single que vous... Ok. Très bien. En 96, je sors le maxi accro de hip-hop avec Coalition, et c'est moi qui ai fait... Ok. Ça, c'est le deuxième morceau que vous sortez avec Coalition? Ouais. Ça en maxi, plus destiné au DJ, tout ça, je me souviens. Là, pour le coup, tu vois, justement, avec la déception du fait qu'ils nous aient mis un autre chanteur, là, pour le coup, je dis, je fais mon son comme je l'entends, tu vois, et on kick comme on l'entend. Accro de hip-hop de Coalition, c'est vraiment ça, quoi. Et je me souviens que Cut Killer, il le jouait à mort dans ses émissions de radio et tout. Exactement. On m'a appelé un jour pour me dire, Cut Killer, il met le Coalition sur sa prochaine Cut Killer Show et tout, je suis sérieux et tout. Puis j'ai découvert ça par la suite, franchement, voilà, c'est pareil, tu vois, quand tu évolues dans le milieu hip-hop et que Cut Killer, il sélectionne un de tes morceaux, et que tu le connais pas à la base, quoi, tu vois. T'as gagné quand même, clair, tu vois. C'est clair, tu te dis, il a vraiment aimé le morceau. Exactement, déjà. Là, c'est clair. Ok. Du coup, l'Aune, je reviens sur lui, il sort un album solo. Attends, je sais même plus c'est lequel dans ma tête, je réfléchis, mais... Je me rappelle qu'il y a un album solo où il y a Bustaflex qui intervient bien sûr, plusieurs fois. Et t'es dessus aussi. Voilà. Moi, je me souviens avoir écouté le morceau, je crois que c'était Les Apaches. Ouais, moi je suis sur Les Apaches. Voilà. Et est-ce que c'est à cette période-là que tu rencontres Bustaflex? Parce qu'on va parler de Bustaflex. Ok. En fait, Busta, je le rencontre quelques temps plus tôt, c'est-à-dire que je vais à la radio Média Tropicale un jour. Et je sais plus, justement, pour rapper.
Et puis il y avait Bustaflex avec son frère, ils avaient le groupe qui s'appelait Original Blue Funk à l'époque. Exactement. Voilà, et à ce moment-là, on se rencontre, on délire ensemble, et puis on garde le contact. Et je me rappelle quand je suis rentré dans le 77, à ce moment-là, je dis à Launois, j'ai rencontré un gars, franchement, il a un gros talent, quoi. Donc moi, j'avais déjà rencontré Bustaflex, et eux, après, ils se sont rencontrés par le biais de Homecore, comme Lone était connecté avec les mecs de chez Homecore et que Busta était sponsorisé par Homecore. Ouais. Bah du coup, ils se sont connectés à ce moment-là. Donc Homecore, qui était une marque de fringues, pour ceux qui ne savent pas, avec un magasin à Châtelet-Les-Halles. Ouais. C'est une marque qui était très forte au niveau des gens qui sponsorisaient, quoi, tu vois, des Joey Star, des Julia Chanel, des Bustaflex, j'en passais des meilleurs. Et des beaux visuels en plus. Ouais, très forte, très fort. Ok. Donc, c'est toi qui parles de Bustaflex à Lone? La première fois, ouais. Ok, incroyable. Et du coup, Lone invite Bustaflex sur son album. Okay. Ouais, absolument. Lone, il y voit tout de suite un diamant brut. Ouais. Donc, il se dit, avec lui, je peux m'amuser, quoi, tu vois. Super. Donc, et c'est vrai qu'ils ont fait des expériences complètement folles en studio. Hein. C'est un album qui est... Je l'ai pas rappelé avec une banane dans la bouche. Ouais. Ça tue, t'écoutes le morceau. Incroyable. Ils ont osé des trucs qui sont incroyables pour de vrai, quoi. Okay. Tu vois. Et du coup, il en sort un vrai délire de cet album. Hein, tu vois. J'invite les gens à acheter une oreille si c'est l'occasion. Ouais. L'album de Lone, L-O-N-E, featuring Bustaflex, c'est quelque chose, quoi. Un morceau qui s'appelait Je représente, c'était quelque chose. Ah ouais, franchement. C'était un grand morceau. Débranler le truc. Voilà. Très bien. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe après? Parce que je commence à te voir avec Bustaflex beaucoup. Après, Coalition, c'est pas fini. Mais je te vois beaucoup avec Bustaflex. Et d'ailleurs, il y a le single d'après de Coalition, le maxi. C'est Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, exactement. Avec Bustaflex featuring, ouais. Donc effectivement, comme on est un peu dans le même délire, le même amour pour la East Coast et les délires vocaux, tu vois. Ouais. Donc on devient de réels potes. Et puis on enregistre le morceau Et quoi, qu'est-ce qu'il y a, un vrai délire. Et puis les gens, il y a un vrai succès, tu vois, de l'underground, tu vois. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que à cette époque, comme vu qu'on parle de musique, on pressait nos disques nous-mêmes. On allait vendre chez LTD ou chez, je sais plus comment s'appelait le deuxième magasin. Urban Music. Ouais. Tu vois, donc on faisait des vinyles. Mais vous êtes plus chez BMG à ce moment-là? Disons qu'on a, comment dirais-je, on a une enveloppe, je pense, à ce moment-là, pour faire un peu ce qu'on veut. Tu vois, on est sur le truc où on se sépare d'eux, tu vois. Et donc, on presse des vinyles et après, on a continué à presser des vinyles indépendamment de BMG. Ouais. Ok. Très bien. Donc là, tu me dis, vous êtes en train de quitter BMG. Ok. Et je commence à te voir sur scène avec Bustaflex à ce moment-là, que tu montes sur scène avec lui? J'essaie de me souvenir. En fait, je monte sur scène avec Bustaflex en 98, je pense, parce qu'il me passe un coup de fil en me disant est-ce que j'accepterais de son pairing partner sur la tournée NTM pour faire la première partie, tu vois. Ouais. Donc je lui dis ok, quoi, pourquoi pas, tu vois. Okay. Et je sais qu'il en est encore, il me disait encore dernièrement, franchement, merci beaucoup pour ça, parce que je pensais pas que t'allais accepter et tout, tu vois, vu que je suis plus âgé que lui, que c'est lui qui le dit, mais plus un nom à certains moments. Voilà, il était grave flatté, grave surpris que j'accepte, mais voilà, c'était une putain d'expérience, quoi. Puis on était très efficaces tous les deux sur scène. Peu de gens nous ont vus, mais on était très efficaces. Comment tu peux dire peu de gens? C'est la tournée des NTM, les salles sont pleines. C'est pas faux. À chaque fois, tu me dis peu de gens. C'est pas faux non plus, mais c'est vrai qu'on n'était pas filmé comme, tu vois. Ah non, on n'est pas dans l'air, on n'est pas dans l'air des réseaux sociaux. Moi-même, j'ai aucune façon de revoir ça, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Mais ceux qui l'ont vu savent. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, le truc, c'est que, tu vois, là, tu parles justement de la tournée d'NTM. Donc, Bustaflex, il était avec la sauce, qui était donc, il y avait Lone dedans, il y avait Farid, tout ça. Et il s'est pris la tête avec eux, il s'est embrouillé. On a déjà reçu Busta, il nous a raconté, il nous a expliqué. Et ensuite, il bouge avec Cool Chain. Il fera son premier album solo avec Cool Chain, tout ça. Toi, comment t'as vécu cette période-là, sachant que Lone, c'est ton gars? Busta, c'est devenu ton gars aussi. Et que Busta, il t'appelle pour bosser avec lui. Et toi, par rapport à Lone, comment tu vis cette situation, en fait? Non, moi, j'ai aucun problème là-dedans et personne n'a eu de problème par rapport à ça. Ni Lone, il a pas mal vécu ça. Pas du tout. Puis Lone, il a très rapidement été un peu refroidi par l'ambiance du mouvement hip-hop. Lui, il est tombé amoureux d'un truc qui était Peace, Love and Unity, tu vois, ce qu'il retrouvait pas là-dedans, tu vois. Donc, très rapidement, il s'est un peu détaché de cet environnement, finalement, quoi, pour voler vers autre chose, quoi, tu vois. Et puis, de toute façon... il n'y a pas lieu qu'il y ait un problème, parce que quand t'as Cool Chain d'NTM qui te propose un truc, faut vraiment être un putain de jaloux pour dire non, on n'y va pas, tu vois, quoi. J'avoue. Ah ouais. Bon, là, t'es avec Bustaflex, vous faites la tournée d'NTM. Donc, t'es quand même proche, là, ça se passe là devant toi. T'es avec NTM, un des plus grands groupes de l'histoire du rap français. Ok. Déjà à l'époque. Parce que là, on est sur
c'est la tournée pour l'album Suprême, hein. Qui est leur quatrième album. Donc, ils sont installés depuis le premier, en vrai. Donc, voilà. T'es beatmaker. Ouais. À un moment donné, tu veux pas rester comme ça et pas faire écouter tes sons. On sait aujourd'hui que t'as fait de la musique pour NTM. Comment ça se passe? Notamment That's My People, qui est un morceau mythique du rap français. Comment ça se passe? Comment t'en arrives à faire ce son pour NTM? En fait, au studio Sun à Puteaux, Busta, il enregistrait des morceaux avec Cool Chain. Okay. Et il m'avait dit, ce serait bien que tu passes... C'est le moment où il enregistre son premier album. Ouais, exactement. Et donc, il réalise Cool Chain. T'as des beats dessus. Disons que Busta me demande de passer au studio pour faire écouter des trucs pour Busta, hein, tu vois. Donc, moi, je prépare quelques sons. Et puis, je me souviens qu'effectivement, j'avais commencé un truc avec Chopin. Mais j'étais loin de l'avoir terminé. Je trouvais même que la boucle tournait de façon un peu bancale, tu vois. J'ai même pas bien calé les trucs. Et je me dis, avant de partir, j'ai dit, oh putain, je le prends quand même ou pas? Je fais, si... Vraiment, j'ai hésité. Vas-y, je le prends, tu vois, je le prends quand même. On sait jamais, quoi, tu vois. Je te jure. Et donc, je fais écouter les sons que j'avais préparés pour Busta. Donc, il choisit un morceau qui s'appelle Ma Force, Busta, tu vois. Ouais. Puis après, ils me disent, t'as pas autre chose et tout? Puis à ce Qui te dit ça? Je pense que c'est les deux, parce que la mémoire, elle est un peu floue à ce moment-là. C'est peut-être même Cool Chain, hein, pour de vrai, tu vois. Et donc, je fais, j'ai un truc, mais bon, il est pas fini, quoi, tu vois. Fais écouter. Donc, je fais écouter That's My People, le sample de Chopin avec la rythmique que j'ai mis, les violons et tout. Et là, je vois Cool Chain, il commence à mimer, tu sais, des paroles, tu vois. Et à ce moment-là, effectivement, il y a une magie qui a opéré, tu vois. Et je pense que lui qui avait son texte ou qu'il avait commencé ou je ne sais pas, tu vois, le texte avait trouvé la femme de sa vie, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Attends, j'ai besoin d'être avec vous en studio, là. Yeah. Là, t'es en train de me dire, c'est la séance de Busta Flex. Ouais. Tu mets un son pour Busta. Ouais. Ma Force. Ouais. Cool Chain et Busta peut-être ensemble, disent t'as pas autre chose. Ouais. Tu joues ce fameux morceau, et c'est Cool Chain, dans la séance de Busta, qui commence à chuchoter des paroles, et qui se sent chaud pour poser dessus. Ouais. Pour prendre le son, en tout cas pour lui. Pour prendre le son, prendre le son, Qu'est-ce qui va se passer dans la foulée? Dans la foulée, après, il se passe pas énormément de choses, pour tout te dire, dans le sens où, après, moi, t'as vu, après, je devais tailler, j'ai pris mes trucs, voilà, hop. Et après, il m'a dit, tu peux me ramener les pistes séparées, tu vois. Il fallait, je me rappelle plus exactement comment ça marchait à l'époque, tu vois, mais je sais que j'ai envoyé mon pote Capone, qui est retourné au studio pour donner le nécessaire pour que Cool Chain puisse travailler et tout, tu vois. Et il a entré de son côté le truc. Et de ce qu'il m'avait raconté à l'époque, c'est que la première prise qu'il a faite, tu vois, c'est la bonne. Ils ont gardé celle-ci, il a essayé de refaire après, mais il n'a jamais eu autant de... Mais moi, ce qui s'est passé après, pas grand-chose dans l'absolu, tu vois. J'étais pas en séance studio. C'est ça que j'allais te demander. Donc, t'étais pas en studio le jour où elle enregistrait les paroles. C'est ouf, ça. C'est ouf. Mais on sait que il a choisi ce son pendant la séance de Busta. Ouais, absolument. Comme quoi, des fois, c'est bien d'être rappeur et producteur. Tu peux faire ton petit marché aussi. Cool. Comment t'apprends que le morceau That's My People va être dans l'album d'NTM? C'est une excellente question auquel je crois que j'ai pas de souvenir là-dessus. Comment je l'apprends? Ça va être certainement Sébastien Farran qui me le dit, Ouais, c'est Sébastien Farran qui m'apprend ça. Manager d'NTM. Exactement. Ok. Et puis, de toute façon, non, certainement lui, mais en même temps, c'était la tournée NTM, donc, tu vois, je voyais. Mais je crois que c'est Farran qui me le dit, Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça me fait? NTM. C'est NTM, quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'était une bonne question. Forcément, j'étais content, tu vois, mais je me souviens pas d'une joie de ouf, tu vois, mais forcément, j'étais content, c'est sûr. Tu vois. Mais j'ai pas genre le souvenir, c'était le plus beau jour de ma life et tout. Je suis monté sur la Tour Eiffel, les bras écartés à Billy Back and Fly, tu vois. Non, j'ai pas ce souvenir-là non plus. Mais j'étais content, c'est certain, quoi. Voilà, c'est certain. Maintenant, l'album sort. Premier single, Laisse pas traîner ton fils, Sully Biwax à la production, tout, là, c'est cool. Et encore, je dis ça, mais il y avait aussi Sensani Style, voilà. Daddy Jokno, on balance tous les noms des beatmakers, on est là. Daddy Jokno d'Afro-Jazz, tout ça, cool. Mais après arrive ton moment. That's My People devient un single, passe à la radio, il y a un clip, passe à la télé. Là, tu dois te souvenir de quelque chose, quand même, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que c'est NTM, donc il y a des grosses rotations. Le clip, il passait tout le temps, tous les soirs, il était à la télé. C'est toi qui as fait la musique. Ouais, non, mais c'est de la bombe, et c'est sûr, et j'ai certainement kiffé à fond. Après, c'est vrai que j'ai pas un souvenir bien précis de ça, mais je sais que, parce qu'en même temps, on était aussi dans une dynamique
où tout ce qu'on touchait devenait de l'or, tu vois. Ouais. Donc ça devenait presque une normalité, même si forcément t'es super heureux que NTM pose sur ton morceau et prenne ton morceau, que ça devienne un single. Ça, sans aucun doute. Mais c'est vrai qu'on était dans une dynamique où, franchement, tout ce qu'on touchait devenait de l'or, quoi, tu vois. Okay. Donc on était voilà. Après, j'ai fait effectivement pour Lady Lesty dans la foulée aussi, tu vois, sans faire de transition. Et si. Mais ouais, exactement. Donc Lady Lesty, qui était la femme de Sébastien Farran à l'époque aussi. Ouais. Donc et son morceau aussi est choisi pour être un single. Je commence à développer ma marque, on en parlera, j'imagine, tu vois. On va enchaîner dessus. Ouais, il se passait, tu vois, donc il y avait une belle dynamique. On rappelle que Busta est dessus, l'album est disque d'or, tout machin. Donc... Ouais. Non, c'était les planètes, elles étaient alignées en fait. Okay. Donc ouais, t'es content de tout ça, tu vis ton rêve, quoi, tu vois. Donc c'était de la bombe. Mais moi, j'ai quand même une question, parce que tu dis, tu vis ton rêve, mais en vérité. À ce moment-là, ton succès, il est plus en tant que beatmaker que rappeur. Mais t'es toujours rappeur. Ouais, mais mon rêve, c'est pas d'être rappeur, en fait. Tu vois, mon rêve, c'est pas d'être rappeur. Moi, franchement, pour tout te dire, mon rêve, c'était de sortir un album. Un moment dans ma life, tu vois. C'était de sortir un album, tu vois. J'avais pas l'ambition de devenir, tu vois, Johnny Hallyday du Peura ou quoi, tu vois. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, tu kiffes plus le beatmaking que le rap? C'est pas que je kiffe ça plus, c'est que j'estime que le rap, c'est un travail de fou pour raconter quelque chose qui tienne la route. Sur un album entier, tu vois, pour être fier de ce que tu as écrit, machin. J'estime que c'est un travail colossal, en fait, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Et parce que j'ai mon exigence aussi, hein, tu vois. Je te dis même pas que sur mon... c'est toi par rapport à toi. Exactement. Et je te dis pas que sur mon album, c'est ce que j'ai réussi à faire. En tout cas, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, t'as vu. Mais ouais, donc non, j'avais pas pour ambition d'être un grand rappeur dans l'éternel, machin, non. Je sais rapper. J'ai le sens du rythme, j'ai la voix, je peux faire les placements que je veux, je peux chanter même, tu vois. Donc voilà, je sais que je suis pas nul, tu vois ce que je veux dire. Loin de là. Et donc ouais, j'ai concrétisé mon rêve, c'était de faire un album, tu vois. Ça me paraissait déjà quelque chose de charmé, quoi, tu vois. Donc je vivais mon rêve, c'est-à-dire faire des sons. Comme je te dis, moi, j'étais parti d'un groupe, toi, j'ai touché au platine, j'ai fait du graphe, machin. Donc moi, tant que c'est hip-hop, ça me nourrit de fou, quoi, tu vois. T'es bien. Ouais, exactement. Donc j'étais heureux, je vivais mon rêve pour de vrai. Ouais. Très bien. Là, on entend de moins en moins parler de coalition groupe. Et par contre, tu reviens avec un truc royal. Il y a le Royal Squad. T'arrives avec une équipe. On voit plusieurs rappeurs derrière toi. Et en même temps, tu vas développer la marque qui va avec, qui sera Royal Wear. D'abord, j'aimerais qu'on parle du Royal Squad. D'où ça devient, avec qui t'es, pourquoi créer tout ça alors que t'es dans Coalition encore? Alors, en fait, Coalition, le Royal Squad, c'était Coalition et OSFA. Donc, en fait, c'est pas comme si j'avais abandonné Coalition. Au contraire, j'ai essayé de faire fusionner tout ça. Et quel nom je pouvais mettre à tout ça? Ben, j'ai réfléchi un peu. Et un jour, je tombe sur une pochette des Beastie Boys. Ils avaient leur label qui s'appelait Grand Royal, un truc comme ça. Et je me dis, j'aime bien ce nom-là, Royal, tu vois. Et puis donc, mon label, je l'appelle Royal Production, tu vois. Et à partir de là, effectivement, je commence à faire des petits sons. Et puis je rencontre un groupe qui s'appelle OSFA, des jeunes d'Argenteuil qui viennent me voir et qui me demandent si je peux les aider à avancer. Bah, je leur dis pourquoi pas. J'ai fait passer chez moi, tu vois. Ils rappent et tout. Je leur fais, c'est pas encore ça, les frères, tu vois. Et je remonte, et à cette époque, justement, j'avais le Coalition, là, accro de hip-hop. Gars, sur le beat, me voici de nouveau. Je viens semer la dum avec mon putain de funky flow, tu vois. J'étais chaud, de bouillant. Donc, les mecs, je leur dis, t'as vu, ils m'entendent rapper, ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un décalage, tu vois. Donc, ils reviennent quelques temps plus tard, et ils ont vraiment bossé pour le coup. Et là, je fais, les mecs, là, vous me faites plaisir. Là, c'est chaud ce que vous faites, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, je crée l'entité Royal Squad avec OSFA, et ils commencent un peu à cracher des flammes, les petits jeunes d'Argenteuil, donc ça devient vraiment intéressant, quoi. Donc on a la chance de poser sur des albums de Cut Killer, Cost et Goldfinger, donc voilà, je leur montre un peu tout ce qui se passe, je leur fais rencontrer effectivement des Cut Killer, des Bustaflex, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ces petits jeunes, je les amène en studio, et studio plus 30, et ils ont des étoiles dans les yeux. Donc je leur montre vraiment tout, je leur ouvre toutes les portes qu'il faut, quoi. Et donc on avance avec Royal Squad, et puis Coalition au fur et à mesure, comme Lone, mon pote Auster qui rappe avec moi. Tu vois, c'est pareil, il y a des mecs, t'as vu, ils étaient là pour Peace, Love, Unity, Having Fun, tu vois, et quand ils retrouvent plus ça là-dedans, tu sais. Je te jure, exactement. C'est devenu je descends. Donc voilà, donc lui, il a arrêté, il s'est mis un peu à faire de la house électro, tu vois. Et voilà, tu sais, la liberté de la musique, et non pas des pressions, tu vois ce que je veux dire, psychologique, tu vois. Ça doit pas être ça, la musique, ça doit pas être ça. Mais bon, c'était ça pour nous, tu vois, il y a eu de ça autour de nous, machin, milieu.
Mais bon, c'est la jungle du Peura aussi, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, voilà, quoi. Donc, Royal Squad, on se pose, Cut Killer nous invite. On a eu même un disque d'or sur Opération Freestyle. Donc, ouais, des choses comme ça. Donc, le groupe se développe, tout avance. Et puis, je finis par un jour, je crois que c'était même avant Royal Squad. Non, c'était pendant, je sais plus exactement. On avait produit une fille qui était dans le Royal Squad, qui s'appelait Ikomba. T'as peut-être connu à l'époque, elle était en anglais, ouais. Bien sûr. La sœur de Keisha. Exactement. Ouais. Donc, sur son vinyle, tu vois, elle avait un espèce de débardeur de top, là. Et j'ai demandé au graphiste de placer le logo de mon label, donc le R couronné, sur son t-shirt, tu vois, parce que je me disais, il y a un truc à faire, ça me parle trop. Mais en fait, il est fait sur la pochette. Exact. C'est pas sur l'habit. Non, sur la pochette, ouais. Et on a sorti le disque comme ça, d'ailleurs, et je trouve que ça rendait trop bien. Donc, par la suite, je me suis dit, tiens, je vais faire un t-shirt, tu vois. Puis j'ai commencé comme ça. Donc, du coup, le nom du label est devenu, non pas le merchandising, mais une véritable marque de fringues, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont sorti des fringues dans le passé, mais c'était souvent du merchandising par rapport à leur groupe ou autre. Donc, à partir de là, effectivement, est née l'aventure Royal Wear, parce que déjà, j'étais aussi dans le passé, quand je te parlais de mon poste double cassette, je faisais des pochoirs, ou je faisais des t-shirts avec des pochoirs, des machins. Donc déjà, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi. Ouais. Et puis c'est vrai que quand j'ai découvert aussi Michael Jackson, tu vois, quand je vois ce mec qui arrive avec tout un univers, effectivement, le style, tu vois, les vêtements, l'attitude. Un blouson en cuir rouge. Exactement. Donc c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup de créer un univers, tu vois, et non pas juste sortir un morceau comme ça, mais créer un univers. Donc tu avais cette vision-là. T'allais plus loin que la musique. L'image, tu savais déjà que c'était important, alors que je le répète, on n'est pas à l'époque d'Internet, tout ça. Non, absolument. Ok. Donc, du coup, tu dis que tu fais un t-shirt. Comment Royal Wear, la marque, passe à un niveau supérieur? Alors, dans un premier temps, effectivement, la chance que j'ai, c'est de pouvoir passer mes t-shirts, même sur la tournée NTM. Je faisais des Teddy à un moment. J'avais rencontré un mec au marché aux puces, tu vois, qui faisait des super Teddy. Je lui ai dit, frère, est-ce qu'on pourrait faire un truc et tout? Et du coup, le mec, il m'a fait des Teddy Royal Wear, qui étaient avec des manches en cuir et le corps en drap de laine, qui était d'une qualité incroyable, franchement incroyable. Et du coup, sur la tournée NTM, dans le tourbus, je vendais mes Teddy aussi, tu vois. Parfois des vierges, parfois des Royal Wear, machin, tu vois. Et j'avais aussi mes t-shirts, tu vois, Zoxy, j'ai des vidéos, ils portent du Royal Wear à l'époque, Busta, machin, tu vois. Même Joe Star a monté les marches de Cannes avec son bandana Royal Wear, tu vois. Donc j'avais aussi la possibilité de faire porter mes fringues par des gens qui avaient un vrai flow, quoi, tu vois, et qui étaient présents dans la culture hip-hop, quoi. Et comme j'ai aussi un œil, tout ce qui est photo, tu vois, l'image, j'ai fait quelques pubs, que j'achetais la 4e de couve des magazines comme Groove, Radical, RER, tu vois. Et je mettais... Avec quel argent? Ça veut dire que là, t'es structuré toi-même? Non. On a oublié une face, c'est que pour gagner ma vie, j'ai passé un concours à la RATP, tu vois, et je vendais des tickets de métro, tu vois, une station, Pont-Neuf, et parfois à Sully-Morland, t'as vu le hasard des choses, tu vois. Toujours Sully. Ouais. Et donc, mais en parallèle, t'es beatmaker, t'as tous ces hits-là qui sont à la radio. Et tu travailles à la RATP en même temps? Et c'est grâce à ça que j'ai pu générer un peu d'oseille. Mais je commençais à demander, est-ce que je pourrais avoir quelques jours pour aller en concert? Il me disait oui. Puis au bout d'un moment, j'ai fait je m'en vais, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était plus possible. Et donc je suis parti, tu vois, et puis là, voilà, j'ai enchaîné, quoi, tu vois, je vais faire la tournée NTM, mais j'avais déjà demandé plein de jours, il fallait que je parte encore en tournée, c'était pas jouable. Donc là, effectivement, et pour répondre à ta question, c'est grâce au salaire à la RATP que j'ai pu... T'as pu investir. Je me rappelle à la RATP, pour la petite histoire aussi, tu vois, comme je fermais ma station à 1h20 du mat, ou bien que je l'ouvrais à 5h20 du mat, tu vois, je pouvais taguer ma station, je pouvais rappeler dans le micro, et tu vois, le matin ou le soir, tu vois, je me disais, tu rappelles? Ça veut dire, si je suis sur le quai, je peux t'entendre. Si c'était le dernier train. Tu vois, parce que sinon j'aurais pu faire des problèmes, tu vois. Le dernier ou le premier. C'est beau. Donc t'achètes des pages de pub dans les magazines, tu fais ça à l'américaine, parce qu'en vérité, moi je lisais The Source Magazine ou XXL Magazine, je voyais ça, les Américains faire ça, mais t'es le premier Français à faire ça. Mais pour aller une page de pub dans un magazine, ça coûte cher, en vrai. Je pense pas être le premier. Il y a d'autres Français qui ont fait leur petite marque, peut-être plus merchandising, machin bidule, ou des marques suisses, j'en sais rien, tu vois. J'ai souvenir qu'il devait y avoir des choses quand même. Encore. Ouais, voilà. Encore, encore. Mais c'était pas des rappeurs. Toi, t'es le premier rappeur. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qui fait la différence. Absolument. Donc, j'achetais les pages de pub et
avec des super visuels et pour le coup, effectivement, avec des super artistes comme Cool Chain qui s'étaient prêtés au jeu, comme This Is La Peste, comme Busta Flex, comme Lady Lesty, comme DJ All Star, c'est-à-dire Terror Seb, DJ Posca, Cut Killer, DJ Gel de la FF, je me rappelle plus de tous. Mais... C'est beau, c'est beau. T'as un beau casting. Ouais. Puis il y a une notion d'unité aussi, tu vois, parce que moi, c'était un gros gâteau que j'avais envie de partager avec mes gars, quoi, tu vois. Moi, je vois tout ça dans les magazines, mais je te dis la vérité, le moment où je sens le vent tourner en la faveur de Royal Wear, moi, c'est quand je vois le clip de Cendrillon du ghetto de Matthew Stone avec Lord Co-City. La chemise, elle était magnifique. Cool. Elle était magnifique. Moi, là, pour moi, on était dans R. Kelly, Fiesta, c'est vrai, avec Jay-Z, tout ça. Ce genre de chemise, tout ça. Parle-moi un peu des designs, tout ça. Qui a fait ça? Comment? Pourquoi? T'as une équipe? Parce que moi, je te connais déjà, mais c'est la question que je me pose à ce moment-là. Je dis là, ça devient très très sérieux en fait. Bah, pour la petite histoire de la chemise, j'avais fait faire un bandana rouge avec mes couronnes blanches, tu vois. Et j'avais une petite meuf qui avait sa machine à coudre, une petite couturière qui était là. Et je lui ai dit, écoute, je vais te donner un certain nombre de bandanas, est-ce que tu peux me faire une chemise avec, tu vois. Elle a fait ok, pas de problème, tu vois. Donc elle a pris mes bandanas. Je suis revenu quelques jours plus tard, elle a fait ma chemise, quoi. Et la chemise rouge, avec des bandanas. Je te jure, incroyable. Elle était flamboyante, la chemise. Incroyable. Tu vois, c'était gros single vestimentaire, quoi, tu vois. Et du coup, Matt Houston, je vais dire Pokora, attention. Bien qu'il a porté aussi beaucoup de Royal Horse, qu'il en était fan. C'est vrai. Était fan. Et donc, du coup, effectivement, il voit cette chemise, on lui envoie pour son clip et tout, on lui envoie même plusieurs couleurs, et puis il le met dans le clip, et franchement, c'était magnifique, comme tu l'as dit, c'était magnifique, quoi. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, là, ça devient très, très sérieux. Non, il y a un vrai sens, tu vois, j'ai un vrai amour pour les fringues, tu vois, un vrai sens du design, des idées originales, tu vois, sans aucune prétention, tu vois, c'est ce que j'aime, quoi, tu vois. Et il y a réussir à capter ce qui plane dans l'air du temps aussi, tu vois. Donc c'est toi, personnellement, tu participes à ça. Ça, moi, plus que participer, plus que participer. Ok. C'est mon délire, quoi. Ok, super. C'est mon délire, Ensuite, ça devient encore plus gros. Vous produisez toutes sortes de choses. Il y a des suites, il y a tout qui sort et tout. J'ai demandé à Cut Killer qui avait réussi à avoir je crois que c'est Puff Daddy qui lui a passé un blouson Bad Boy en cuir, tu vois, et qui était magnifique. Et on devait faire un blouson en cuir. Et là, pour le coup, je dis à Cut, tu peux me prêter ton blouson, là, parce qu'il faut qu'on s'en inspire de ouf, tu vois. Donc, on a sorti très rapidement des blousons en putain de cuir et tout, qui étaient magnifiques. Et ça a contribué aussi à l'image de Royal War, quoi. Ok. À un moment donné, vous avez une boutique incroyable à Châtelet, sur 3 étages. C'est plus qu'une boutique, effectivement. Il y a ton studio d'enregistrement dedans. Là, il y a un niveau quand même. T'es plus tout seul, là, c'est pas possible. Absolument. Effectivement, dans le parcours, quelques temps auparavant, j'ai un ami de l'époque qui s'appelait Fana qui m'a présenté. Il me dit, si tu veux, je peux te présenter des investisseurs. Fana, que je salue. Donc, il me présente... des gens, j'ai rendez-vous dans un hôtel à la Place de la République. Je leur ramène un peu ce que je fais et tout, aussi bien les pubs dans les magazines que quelques échantillons de textiles et tout. Et les mecs, ils ont capté, quoi, que les planètes étaient alignées, que tout ça allait péter, quoi. Donc, ils ont investi et ils m'ont permis de développer toutes mes idées à ce niveau-là, quoi. Et donc, dans cette fameuse boutique, il y a quand même eu un moment incroyable que j'ai découvert sur MTV, moi. Bien. Le grand chien. Bien. Le Big Bow Wow. Yeah. Snoop Dogg est venu. Ouais. Incroyable. Raconte-moi un peu cette anecdote. Snoop Dogg qui vient dans votre boutique, dans le studio et plus encore. Exact. J'ai un pote qui travaillait avec Luc Besson à l'époque et je sais que Snoop a dû faire des voix pour Besson, tu vois. Et mon pote, il me fait, t'es où là? Je fais, là, je suis au bureau, quoi. Il me dit, écoute, j'arrive avec Snoop Dogg et tout. Tu vois. Je raccroche. Je te jure, je raccroche, je dis à toute l'équipe, les mecs, rangez tout, il y a Snoop Dogg qui va débarquer et tout, tu vois. On te croit à peine sur le moment, tu vois. Mais bon, en général, quand je dis un truc, les gens, ils me croient, tu vois. Et là, effectivement, il y a Snoop Dogg qui arrive, quoi. Au max, il va le chercher en bas, il l'attend en bas, et puis il remonte avec Snoop et tout. Donc, je lui montre des fringues, je lui présente des fringues, il kiffe, il en prend et tout. Après, je dis, j'ai un studio derrière et tout, je te ferais bien écouter des sons, tu vois. Il me fait, franchement, j'ai pas trop le temps, ce soir, je joue à Bercy et tout, tu vois. Je suis mais j'ai des trucs, c'est chaud, quoi, tu vois. Et puis, il finit par me dire, ok, tu vois. Donc, on va derrière le studio, déjà, il hallucine que, tu vois, on est tout ça, on se franc comme ça, on a la page de fou, tu vois. Et puis, je fais écouter un premier son, tu sais, il bouge la tête et tout. Je lui fais écouter un deuxième son.
de mon petit gars, parce que de la même façon, j'aime bien aussi mettre mes gars en avant, tu vois. Ouais. Donc, plutôt qu'arriver, je fais écouter tous mes sons. Non, mon gars, je crois en lui, je fais écouter le premier son, le deuxième son. Puis je vois, il commence à bouger la tête encore plus. Je vais pour lui faire écouter un troisième son, il me fait arrête, remets le deuxième et tout, tu vois. Okay. Donc je remets le deuxième, tu vois, il fait brancher le micro tout de suite et tout, là j'y vais et tout, quoi, tu vois. Et il y avait des gens avec lui, genre management ou je sais pas quoi, tu vois, qui font non, il peut pas faire ça et tout. Si, je vais le faire, il dit, tu vois, en gros, tu vois. Il s'en fout. Ouais, grave. Et puis on le fait fumer, frère. On le bute. Je te jure qu'on le bute même. Parce que là, pour nous, c'est un défi, tu vois. C'est ça. Quoi. C'est Snoop. Ah ouais, c'est un grand fumeur. Faut qu'on lui montre que. Exactement. Et puis tu te dis, tu tires des lattes avec le gars qui a fumé avec Tupac, frère, en live, en direct, pour de vrai, ça rase, quoi, tu vois. Il est là, c'est ton gars, il passe sa journée avec toi. Et puis hop, il va derrière le mic et tout, et puis il commence à poser un truc et tout, et puis ça tue sa grand-mère, quoi, tu vois. Et j'aurais pu poser aussi, hein. Ouais. Tu vois, mais c'est pareil, tu sais, t'es dans tellement de trucs et tout, puis là, t'es en train de kiffer ton moment, tu sais, j'aurais pu poser sur le track avec Snoop. Mais non, j'ai fait non, t'as vu, j'aime ce qui se passe, exactement. Et donc, il nous fait un morceau de ouf, mais il m'a dit d'ailleurs, j'ai encore les images, hein, il dit, t'as juste à l'arroser, ça poussera tout seul, tu vois. Et non, très très lourd, très très bon souvenir. Et de la même façon que toi, quelques jours plus tard, je suis chez moi et tout, et je vois The Diary of Snoop sur MTV Base, tu vois. Exactement. Et je vois Snoop qui dit oui, donc il parle de sa tournée européenne. Et puis il commence à parler, oui. Puis à un moment, j'étais dans un magasin de fringues et tout. Le propriétaire, il me dit, ouais, j'ai des beats derrière, et j'ai des beats, sont chauds et tout. Tu sais, comment avec sa façon de parler, là, tu vois, quoi. Et puis il dit, ouais, et là j'ai laissé la magie. C'était tellement lourd, j'ai laissé la magie opérer. Il dit, tu vois. Donc franchement, je sais pas, t'es chez toi, t'entends le mec, il parle de toi, t'entends Snoop Dogg, il parle de toi à la télé. C'est un truc de fou. Ouais, franchement, c'était beau. J'étais avec mon frère, je dis, hey, c'est mon gars, le Silly. Je te jure. Non, c'est ouf. Ok. Yeah. En termes de succès, cette marque, c'est un carton à ce moment-là. Parce que moi, je vois Royal Wear partout. Mais je suis pas de l'autre côté de la barrière. Je sais pas ce que ça représente financièrement. Vous gagnez de l'argent, vous générez de l'argent? Ouais. On gagne de l'argent, on génère de l'argent, énormément d'argent. Et moi, j'en ai gagné beaucoup moins que ce que j'aurais dû toucher. Ce qui n'empêche que j'en ai touché quand même, tu vois. Ok. Mais voilà, au bout d'un moment, il y a des cerveaux qui pètent dans tout ça, tu sais, trop de succès, trop de fame, trop de tout, tu vois. Et étrangement, c'est l'artiste qui a le moins la grosse tête, tu vois. Ok. Et quand t'es artiste à cette époque et que t'es un putain d'artiste, hein, t'es pas un gestionnaire de société, t'es pas, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, tu te dis, moi, je vais au front, je vais charbonner comme un fou, ça générera de l'argent assez pour tout le monde, tu vois. Ouais. Et tu charbonnes, tu fais ce que tu sais faire, tu vois. Ta communication de ouf, tes morceaux, tes connexions, tu donnes de la visibilité à la marque, tu fais des modèles de plus en plus stylés. Je me rappelle, il arrivait même un moment où j'avais le sentiment que les mecs pensaient que c'était eux qui faisaient même les modèles. J'en arrivais à un point où, par exemple, je faisais un pantalon, parce que chaque fois, c'était des tonkards, des trucs. J'en arrivais à un point où je devais écrire le Sulipante pour qu'ils se rappellent d'où vient le bordel, tu vois. C'était poussé à ce point-là, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, il y a eu de l'argent qui a été détourné, tu vois. Moi, c'est bon, je dis les choses, tu vois, pour de vrai. Voilà, j'ai gagné de l'argent, c'est pas genre, j'ai rien gagné de mal. Mais t'aurais dû en gagner plus. Mais tellement plus, frère, tellement plus. Et ça, encore, tu vois, c'est les choses que j'ai découvert aussi sur les années qui sont passées derrière et tout, tu vois. Donc, tu sais, c'est, voilà, Royal Wear, c'est un bébé qui apprenait à marcher, qui devait courir vite et loin. Mais tu sais, quand tu donnes plus de biberon à ton bébé, ben, il crève, il se casse la gueule et il crève, tu vois. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'au lieu de réinvestir l'argent, ils ont fini par, il y en a un qui a disparu, hein, de la surface de la planète, je sais pas où il est, tu vois. Mais il a fini par mettre l'oseille dans sa poche plus qu'autre chose, tu vois. Et il y avait une gestion qui était chelou, tu vois, et je te laissais entendre que je prépare un film documentaire qui va raconter tout ça. Il y aura tous les détails super. Voilà, parce que c'est pas juste un film sur une réussite, c'est avec un relief de vie, tu vois, les hauts, les bas, exactement. Donc, ce qui fait que c'est intéressant, quoi. Donc, ouais. On garde les détails pour ton docu. Ouais. Mais en tout cas, oui, ça a généré beaucoup d'argent, une aventure incroyable. Ça reste l'histoire la plus incroyable de ma vie. Parce que c'est ouf, hein. Tu sais, tu commences, tu printes des t-shirts, t'as des sacs poubelles pleins de t-shirts dans ton appartement. Tu fais du dépôt-vente, tu vas à Châtelet-Léal, tu dis au mec, tu peux prendre mes t-shirts et tout. Il te dit, ben, ok, mais par contre, tu reviens dans une semaine, si ça a vendu, je te donne l'oseille, ben, du dépôt-vente, ok, c'est parti. Donc, tu pars comme ça, tu vois, et tu te retrouves à avoir 3 étages dans le 3e arrondissement de Paris, de 200 mètres carrés chaque étage. Laisse tomber, quoi, tu vois, laisse tomber. Avec tous les logos rouges sur les stores. Je me souviens très bien, c'était ouf. Tu vois, je me rappelle pas avoir vu une autre Kemar faire un truc pareil, quoi, tu vois. C'est dingue, c'est complètement dingue et c'est vraiment relou que ce soit terminé comme ça. C'est vrai. Mais bon, c'est les choses de la vie. C'est sûr, après, vaut mieux l'avoir vécu que ne pas l'avoir vécu, c'est déjà pas mal. Parce que j'aurais pu être là à vouloir développer un truc, et j'en vends 50 et ça s'arrête là, quoi. C'est vrai.
Et puis c'est une expérience. Ouais. Je pense pour la suite, c'est important. Maintenant, j'aimerais qu'on reparle un peu de rap, de musique, parce que il s'est passé quelque chose. Moi, je me souviens, toi et moi, on a l'habitude de se voir pendant une période. Pendant une période, on se voit plus. Après, on se revoit pendant une période. Ça. Et là, on arrive à une période où on se voit plus. Et un jour, j'entends ton single sur Skyrock, nouveau single, Sully Céphile, solo, pas coalition, Sully Céphile. Je voulais. J'écoute la chanson pour la première fois. Je suis bouleversé. Tu m'as eu, on aurait dit un film. J'ai pas vu le clip encore. Que la chanson à la radio, j'avais les images en tête. Cool. J'étais bouleversé. Cool. Et je me suis dit, il est magnifique ce morceau. Et la façon dont les animateurs de Skyrock envoyaient le morceau, on sentait que eux-mêmes, ils étaient à fond, ils étaient bouleversés, ils avaient vraiment aimé. Tu sais, tu sens quand un animateur, il joue le morceau, ouais, il faut le jouer, quoi. Il dit, et quand il dit, oui, le nouveau Sully Céphile, je voulais, je sentais vraiment ce truc-là, quand les animateurs le jouaient, et j'étais super content pour toi. Cool. Et ça a pris, surtout, derrière. Le single, il est arrivé numéro 1. Ouais, il était numéro 2 parce que Shaggy voulait pas quitter la première place. Ah ouais, non, mais Shaggy était relou, là. Toute la planète. Ouais, je te jure. Ça compte pas, il est pas français. Exactement. Des francophones, c'était toi le numéro 1. Ouais. Voilà. Et raconte-nous un peu comment t'as fait ce single, je voulais, comment t'y as pensé, parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui va braquer pour sa femme, pour avoir une meilleure vie, voilà. Raconte-nous. Je pense que ce morceau, en fait, il naît de frustration, en fait. C'est-à-dire que quand tu sais que t'es un artiste, tu vois, et que c'est fort en toi, et que pour gagner ta vie, tu sais, tu dois faire des tafs qui te cassent le crâne, tu vois, et que, en fait, t'es l'ombre de toi-même, en fait, tu vois. Ouais. Et t'es pas fier de toi-même, tu vois ce que je veux dire, parce que, je sais pas, t'as un moment donné, on te fait quoi comme taf, toi, et tout, enfin, tu sais, c'est pas what, tu vois, donc t'es pas bien, en fait, tu vois, donc c'est une frustration, et à un moment, tu dis, ouais, tu sais, pour vivre de mon art, tu vois, pour être heureux, avoir une femme, qu'elle soit heureuse, t'as vu, si tu restes comme ça, tu deviens ouf, tu vois, donc t'es prêt à faire tout et n'importe quoi, tu vois, c'est comme ça que ça se passait dans ma tête, en fait. Et donc, j'ai extériorisé cette frustration à travers ce morceau, en fait, tu vois. Simplement ça, en fait, tu vois. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric, je voulais que notre vie soit fantastique, te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment cette frustration qui fait que je l'extériorise à travers ce morceau et que si je pouvais pas atteindre mes rêves, tu te mets une balle dans le crâne, tu vois ce que je veux dire? Parce que ça paraît excessif, hein. Mais en vérité, est-ce que je te dis pas qu'on va se mettre une balle dans le crâne, tu vois. Mais le mal qu'on peut ressentir quand on n'est pas à sa place, tu vois. Quand t'es pas heureux, t'es à moitié mort, en vrai. Ouais, c'est ce que je pense. Absolument. Donc, je vois un peu la métaphore. Ce texte, tu l'as écrit pendant la période où t'étais à la RATP? Non, mais il en est les séquelles, en fait. Tu vois, il en est les séquelles. Parce que les petits bouts par-ci, par-là, machin, à générer tout ça, quoi. Bien sûr. Et je parle même pas que de la RATP, je parle même des petits tafs avant. Ouais, t'as fait d'autres boulots. Ouais, non, on n'a rien contre la RATP. Puis j'ai plein de potes qui travaillent là-bas. C'est pas le pire des métiers, Mais les gars m'en voulaient pas, hein, j'ai rien dit. Mais, je me souviens qu'il y avait une petite histoire rapidement, c'est qu'au début du morceau, t'avais le petit jingle de UGC pour bien faire comprendre aux gens, c'est une fiction, c'est un film et tout, que les gens, voilà. Et UGC, ils ont pas donné les droits. En fait, c'est pas qu'ils ont pas donné les droits, c'est que la maison de disques a demandé, il y a pas eu de réponse, en fait. Et ils ont eu peur qu'on nous saute le morceau, tu vois, si toutefois on le sortait avec, quoi, tu vois. C'est une technique, des fois, ils répondent pas pour que vous y alliez. Hop, je te jure. Notre oseille. Exactement. Non, mais je trouvais l'idée super bonne. C'était important de dire aux gens, c'est une fiction. Mais en parlant du GC qu'on aurait pu faire, il fait effectivement une douille pour revenir avec, il y a une petite anecdote à raconter aussi. C'est-à-dire que quand on a fait le morceau Je voulais, je me souviens, j'avais mon texte, j'avais envie d'aller le poser absolument. Et mes potes, ils travaillaient tous, tu vois, et j'appelais DJ Shin et je lui dis, j'avais déjà une instru à la base, tu vois. Je lui dis, Shin, tu veux pas venir en studio demain avec moi? Il dit, je travaille. Je dis, mais je vais poser un morceau et tout, comme ça, je prends une instru à toi et tout, tu sais, j'essaie d'engrainer, tu vois. Et il me fait, vas-y, ok, d'accord, passe à la maison, on regarde avant de partir en studio, machin. Et je vais chez lui et tout, et puis il me fait écouter un début de truc, qui était effectivement la musique qu'on a pris pour Je voulais. Et je dis, il y a pas de problème de sample et tout, tu vois, parce que, et il me fait, non, c'est un truc californien et tout, ça date de je sais pas quelle année, 70 et tout, tu vois. On est plutôt rassuré, tu vois. Et donc, un jour, je me rappelle, j'étais à Marne-la-Vallée, je faisais une radio. T'as vu, c'était justement, Je voulais, ça cartonnait et tout, tu vois. Donc, je faisais plein de promos. Et je me rappelle, après, je monte dans le bus pour retourner à la maison de disques. Et je reçois un coup de fil de la maison de disques qui me dit, il y a un mec qui a appelé et tout, comme quoi il y a sa musique dans ton morceau et tout, tu vois.
Ah ouais, et tout. Oh là là, chaud, tu vois. Et en fait, ce mec s'appelle Nicolas Skorsky. Et Nicolas Skorsky, c'est lui qui a fait Chansons populaires pour Claude François, par exemple, tu vois. Ok. Donc, et il était parti dans les années 70 à Los Angeles pour créer un groupe qui s'appelait Santa Esmeralda. Oh merde. Ouais. Et donc, il a fait poser des queumets, tu vois, de là-bas et tout, tu vois. Et il a sorti ce disque, et tu peux pas soupçonner du tout qu'il y a un Français derrière ce bordel, quoi, tu vois. Fallait qu'il y ait un Français derrière, c'est ouf. Ouais. Et donc, on a dû rencontrer ce Nicolas Skorsky, tu vois. Bon, déjà, il m'a dit, franchement, je suis complètement fan du morceau, tu vois. Ouais. Déjà, c'est bien. Ça part plutôt pas mal. Il t'a pas dit qu'il voulait pas d'oseille. Ouais, mais voilà. S'il n'avait pas aimé, vous auriez tout pris. Ouais, je te jure. Donc, il nous invite chez lui dans le 16e. Il avait une baraque, frère. Des gens qui étaient en train de lui servir des machins. Il y avait une soirée, des sculptures au mur. Ah ouais. Et on arrivait avec les gars d'Argenteuil capuchés jusqu'aux yeux et tout. C'était un contraste assez incroyable. Et donc, moi, j'ai sympathisé finalement avec ce mec. Il a pris aussi une part sur la compo et tout. Et puis voilà, pour la petite anecdote sur Je voulais, ce mec d'ailleurs est décédé dernièrement, paix à son âme. On l'a retrouvé dead dans son appartement, une histoire un peu chelou, mais en tout cas, un grand monsieur de la musique, quoi. Très bien. Donc le single cartonne. T'es chez qui? T'es signé chez V2? Chez V2, ouais. Voilà. V2 avec Richard Branson, donc le milliardaire Richard Branson qui se déplace d'Angleterre pour me remettre mon disque. C'est celui qui va sur la Lune quand il veut, comme ça. Exactement. Comme on prend le bus tout normal. Exactement. Ah ouais, lui c'est quelqu'un. Ouais. Donc il s'est déplacé pour te remettre le disque d'or. Et du coup, il y a un album qui est attendu. Exactement. Et en urgence en plus, tu vois. Ouais. Et comme je te dis, pour un mec, t'as vu, qui a besoin de prendre son temps pour écrire, machin bidule, à part si c'est des freestyles où on s'en fout, mais tu vois, il essaie d'amener du contenu. Là, à plus 30, il réserve tous les studios, je sais plus si on avait 3 ou 4 à plus 30, mais tous les studios ils tournaient avec mes sons, mes mix, mais je devais poser, c'était l'usine, tu vois, je passais Et je tiens à dire, parce que je parle souvent du studio à Toulouse, Polygone, je tiens à dire qu'à plus 30, il y a une cuisinière aussi. Je parle souvent de cuisinière ici, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, tous les studios tournaient, ça me rappelle Tupac, All Eyes on Me. Tous les studios tournaient pour Tupac, il fallait qu'il fasse vite. Et donc, t'étais un peu comme Tupac. Exactement. T'as réussi à rendre l'album dans les temps? Ouais, j'ai réussi à rendre l'album dans les temps. J'ai eu la chance aussi, à ce moment-là, je me rappelle, je passais du côté de Pigalle, à un moment, je passe devant un magasin, juste pour l'anecdote, et il y a des mecs qui sont tous penchés sur une nouvelle machine qui vient d'arriver, c'est une CDJ 1000, tu vois, pour scratcher les CD. Tu te rends compte aujourd'hui comment c'est démocratisé aujourd'hui. Bien sûr. Et un jour-là, j'appelle la maison 10, je dis, j'ai vu un truc de fou, il y a moyen de l'avoir. Tu vois, pas de souci, on le livre au studio plus 30. Elle est belle, la vie, à ce moment-là. Tu vois. Il y avait du budget. Ils ont livré le truc, c'est des J1000, tu vois, je fais passer DJ James, je fais passer Cut Killer, machin. Je me souviens. Il regardait cette machine, tu vois. Aujourd'hui, Cut Killer disait partout que c'était toi qui lui avais fait découvrir ça. Lourd. Et maintenant, tous les DJ, ils ont les CD J1000, quoi. Bien sûr. Et donc, j'ai des petites fiertés comme ça qui sont sympas, quoi, tu vois. Comme à l'époque, tu vois, premier cachet que j'ai eu, je voulais m'acheter absolument. Je te raconte un peu les anecdotes dans tous les sens. On aime ça ici. On aime les anecdotes balance. Tu sais, quand premier cachet, je me dis, tiens, premier vrai paye, premier vrai thune qui tombe de la musique, je me suis dit, je vais m'acheter une putain de télé, tu vois. Je passe dans un magasin, je vois une télé, elle est grosse, sa grand-mère, tu vois. Et là, je dis, putain, c'est ça, c'est là, je la veux, tu vois. Je fais livrer le truc et tout. Et puis, quelques jours plus tard, je passe à côté de Madeleine. Je vois une télé, frère, mais c'est même pas possible, quoi. Un truc énorme! Encore plus grande que celle. Et je fais, non, il faut que j'arrive à rendre la télé, la faire machin, je te jure. Et c'est ce que tu sais, mon refrain, je me rappelle, il m'a dit, là, on est en train de livrer la télé, moi, j'étais en studio. Elle est trop lourde, sa grand-mère et tout, tu vois. Ils ont mis une grosse télé. Et moi, j'avais le DVD de Up in Smoke à l'époque où personne l'avait, tu vois. Et Busta, encore hier, il me disait, c'est toi qui m'as fait découvrir Up in Smoke, c'était un truc de fou. Et pareil, dans le film, on verra aussi ces images avec cette grosse télé, ces images Up in Smoke en avant-première. Donc, j'ai mes petites fiertés, tu vois, d'avoir balancé les bonnes vibes au bon moment, avant tout le monde. Exactement. Si. L'album, donc, sort. Sur lycée Félistique, c'est ça. Et il me semble que le single que t'envoies derrière, je voulais, c'est Ça fait bizarre. Ouais, alors, c'est vraiment un choix de la maison de disques. Moi, à ce moment-là, j'ai pas une vision. J'ai pas la vision sur ce qu'il faut balancer comme deuxième single, machin. J'en sais foutrement rien, tu vois. Donc, je fais confiance à la maison de disques. Les morceaux n'est pas inintéressant. Mais pour moi, avec le recul, bien sûr, sur le moment, j'en sais rien, en fait. C'est pas, stratégiquement, c'est pas une bonne idée, tu vois. Le morceau reste intéressant, et des gens à qui ça parle, parce que, tu sais, quand tu racontes, moi, c'est ça que je veux savoir, c'est que tu l'as vécu comment, en fait, ce succès qui était ton succès à toi en tant que rappeur, du coup?
Parce qu'avant ça, t'avais des succès, mais t'étais beatmaker, t'étais derrière, tu pouvais marcher tranquillement, rapper dans le micro de la RATP, blablabla, tout ça. Mais là, c'est toi. Ouais, effectivement, j'ai écrit le morceau, ça fait bizarre parce que réellement, ça faisait bizarre. Tu sais, tu te promènes, il y a un attroupement de gens qui viennent autour de toi, soudainement comme ça, machin. Et ouais, c'est chelou. Et en même temps, quand t'es artiste, t'as envie d'y goûter, tu vois. Ouais. Quand t'es artiste, t'as envie d'y goûter. Pas forcément tous les artistes, mais la grande partie des artistes ont envie d'y goûter. Bien sûr. Mais honnêtement, tu vois, quand t'en manges pendant une semaine, t'as plus envie de vraiment ça, tu vois. Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté, et ça, c'est un peu de ta liberté qui est bouffée, quoi, tu vois. Mais en même temps, après, il faut relativiser et te dire, écoute, si c'est ça que t'aimes faire comme métier et que ça génère ça, il faut l'accepter, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est pas la pire des choses à accepter non plus, mais c'est vrai que c'est cool, la tranquillité, quand même. Mais après, l'amour des gens aussi, qui viennent te témoigner, c'est beau aussi. C'est beau aussi, absolument. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai toujours de l'amour que les gens viennent me témoigner dans la rue. Ouais. Et tu vois, donc c'est pas la même dose, et j'aime bien comme ça, quoi. Ouais. Parce qu'avant, c'était un bordel. Donc mais justement, cette période-là, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir, lié à ce succès, ces gens qui t'arrêtent dans la rue. Meilleur souvenir. Moi, je me rappelle d'un souvenir qui était cool. Pas forcément meilleur, mais cool. Okay. Il y avait Matthew Stone au Bataclan, son concert allait commencer, mais ouais, tu viens, machin. Bon, déjà, tous les mecs étaient bien en Royal Wear sur scène. Et moi, je me rappelle, j'étais, donc lui, il y avait du monde, ils étaient tous comme des oufs, et moi, j'étais à l'étage au balcon. Et quand les gens, ils m'ont vu en haut, là, toute la salle du Bataclan, là, voilà, c'est fait et tout, c'était énorme, tu vois. Donc, beau, à cette époque, avec Busta, Matt, les Cost et Goldfinger, machin, et j'en passe, j'en oublie même, tu vois. Mais on vivait quelque chose, tu vois, Lady Leslie aussi. Ouais. On vivait quelque chose de dingue, quoi. Donc le souvenir, ouais, il est plutôt global, mais ouais, on peut dire qu'on a vraiment touché notre rêve, quoi. Ouais. Ok, beau. Le pire souvenir. Le pire souvenir, tac. Bah, le pire souvenir, je te dirais que quand tu réalises que les gens sur qui tu comptais, c'était, tu vois, je parle en termes d'investisseurs, quoi, qui se comportent comme un père auprès de toi, tu vois, et qui fait tout justement pour te mettre en confiance comme il faut, et qu'au final, tu te rends compte qu'il a un peu niqué ton rêve quelque part, tu vois. Ouais. Ça reste quand même un pire souvenir, parce que quoi qu'il arrive, tu sais, t'as une locomotive qui roule à fond, et quand elle se prend un mur, ça fait des dommages collatéraux, forcément. Bien sûr. Donc, ça reste quand même un souvenir qui est pas génial, mais il n'empêche que l'aventure Royal Wear et tout ce qui va avec reste la plus belle aventure de ma vie. Ok. Tu vois, donc c'est un peu... Ouais, il y a les deux dedans. Ouais. Ok, très bien. Donc, le premier album, en termes de succès, comment tu considères, si tu dois faire un bilan aujourd'hui, avec le recul, tout ça? Je vais juste préciser un truc pour ma Lulu et mon Paris. Ma fille et mon fils sont les plus beaux souvenirs de ma life. Oui, il faut pas. On ne veut pas de problème à la maison, faut dire la vérité. J'imagine t'avais aucun doute là-dessus, mais ça me fait plaisir de leur faire une petite dédicace au passage. C'est important. Ouais. Donc, surtout qu'on la voit dans le clip de Je voulais. Exactement. Toute petite. Et que maintenant elle est grande. Exactement. Je l'ai vu dans une vidéo et on va parler de tout ça juste après. De toute façon. Ça marche. Donc voilà. Et t'as un fils aussi, c'est ça, qui s'appelle Paris, et on a fait le Pari Magique avec Joe Star aussi. C'était aussi une façon de faire un clin d'œil pour mon fiston aussi. Cool, on les salue. Tu me disais quoi? Excuse-moi, je suis parti. Ouais, l'album, le bilan de ce premier album. Alors effectivement, comme il fallait faire la précipitation, pour moi c'est pas un sans faute, tu vois, mais ça reste le souvenir, le témoignage de ce que j'ai vécu à ce moment-là, tu vois. Donc il y a des choses que j'aime, il y a des choses que peut-être j'aime moins. Mais dans l'ensemble, c'est cool. Hip-hop de dingue, c'était chaud, le morceau était chaud. Ouais, il y avait des trucs cool, mais bon, c'est toujours pareil, tu sais, côté perfectionniste, tu dis, putain, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Il y a des trucs que t'acceptes, tu vois, par exemple, je voulais, tu vois, j'ai fait ce que je voulais, c'est le cas de le dire, t'as vu, ça grand-mère. Et puis il y a des morceaux, effectivement, dans la précipitation, t'as pas le temps d'y réfléchir deux fois, tu dois prendre une prod, parce que c'est tout ce qu'on te propose sur le moment, t'as beau demander à plusieurs personnes, c'est celle-là, c'est la mieux du lot, mais c'est pas forcément celle où je suis le plus ouf. Mais t'as ramené Austère. On n'entendait plus depuis un moment. Austère de Coalition. Et vous avez fait un morceau ensemble. Yes, carrément. Cool. Et je me rappelle d'une mini polémique du milieu sur le morceau Premier sur le rap.
Il y a des gens qui disaient parce qu'il y a bien sûr il y a toujours des anti-Skyrock, des pour Skyrock. Bon, en général, on est anti quand on passe pas, on est pour quand on passe. En général, hein. On voulait pas, jeune rappeur. Mais voilà, le fait que t'aies fait un morceau qui s'appelle Premier sur le rap, qui est le slogan Skyrock, les gens se disaient oui, il fait ça pour passer plus sur Sky et tout ça, machin. Pour passer plus, tu sais. Ouais. Le mec, il passait déjà à mort. Ouais, j'avoue, je Franchement, voulais il passait déjà à mort. Bah ouais. Ouais. Mais pour revenir là-dessus. C'est intéressant parce que tu dis, il y a une polémique parce qu'il fait ça pour Sky. Mais t'as pas dit, il y a une polémique. Comment ça, il se prend pour le premier sur le rap? Tu vois, tu m'aurais dit ça à la rigueur, tu vois. Mais, donc, mais la polémique était vraiment pas sur ça. Ouais, j'entends. C'est dingue. Donc, c'est ça que je trouve drôle, mais et tant mieux. Parce que pour le coup, personne et tout le monde était d'accord à ce moment-là. Voilà. Donc, on peut jamais plaire à tout le monde dans ses choix, dans tout ce qu'on veut, quoi. Donc, moi, j'ai pas de problème. Après, on peut y trouver plein de défauts à Skyrock, hein, mais moi, quand j'ai vécu ce moment-là, ils étaient dans la boucle, hein, ils étaient là pour faire leur business, comme là, j'étais là pour faire le mien. Bien sûr. Après, voilà, quoi, tu vois. C'est sûr qu'on aimerait tous avoir quelque chose, une radio de Driver, tu vois, qui soit... parce que Driver, on l'a vu il y a long time. Je pense que j'aurais beaucoup de problèmes quand même. mais certainement, mais je pense que les gens, justement, qui ont pu faire cette polémique, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a une légitimité qui est un peu sur le teco, tu vois. Sinon, ils auraient dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vois. Ouais. Donc, on aimerait tous qu'on ait un représentant qui était là à la base et qui est une radio vénère et qui était là et qui t'a vu là et qui te donne ta chance parce qu'il sait que t'étais là à planter les graines, tu vois, quand tu fallait les planter et non pas juste récolter les fruits, tu vois. Donc, on aimerait tous ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas. Et donc, on manque peut-être de talent dans certains domaines, tu vois, pour qu'il y ait, tu vois. Donc, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes, tu vois, d'une certaine façon. Je vois ce que tu dis. Après cet album, et tu m'arrêtes si je me trompe, il y a un moment de calme, en fait, où on t'entend de moins en moins. Ouais. Aussi bien au micro, mais même en termes de beatmaking, on t'entend de moins en moins. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que cette période qui m'a demandé beaucoup de concentration, c'est-à-dire gérer ma carrière musicale, gérer la marque de fringues, les collections, etc., ça m'a demandé beaucoup d'investissement et je me suis dit, tu sais quoi, là, je vais me concentrer un peu sur les fringues, tu vois. Mais comme les autres étaient en train de piéger le navire, tu vois, de couler le navire, la fin de Royal Wear, ça t'a pas découragé un peu? Si, à un moment, t'as mal au crâne. Ok. Et ça va avec le fait que derrière l'album, ça a été si calme et tout, c'est tout ça? Ouais, parce que de la même façon, t'as un traumatisme, tu vois, t'es en train de construire ton truc, t'as des idées, t'as une vision, et au bout d'un moment, tout est stoppé, donc, tu sais quoi, même quand j'entendais du rap à la radio, j'avais envie de baisser le son. Tu vois, j'en étais arrivé à ce point-là, quoi, tu vois. Ton album, il a pas eu les mêmes chiffres que le single, que le premier single. Non, pas autant, non. Mais bon, j'ai fait quoi, 85 000, tu vois. C'est cool, c'est très cool. Après, c'est sûr qu'on attend, effectivement, quand t'as fait un premier... Ils attendent plus à maison disque, mais bon. C'est cool. Mais ça restait raisonnable, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour qu'on dise c'est quand il sort son prochain single, son prochain album, tu vois. Mais j'avais plus envie, j'étais dégoûté par rapport carrément, tu baissais le son quand t'entendais ça. Ah ouais, je te jure. Tu sais, parce que, d'une certaine façon, on te nique ta life un moment, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te fait redémarrer? Qu'est-ce qui me fait redémarrer? C'est une bonne question. Avec le temps, tu sais, c'est en toi, donc tu peux pas faire autrement que redémarrer, quoi, parce que c'est ce que j'aime le plus, moi, tu vois, c'est l'art, la culture hip-hop, tout ce qu'elle m'a apporté, la vibe, voire méga, tu vois, c'est mon élément, en fait, tu vois, l'art, quoi. Et donc, au fur et à mesure, je sais pas, t'as envie de rapper, t'as tes potos, viens en studio, machin, bidule, et c'est vrai que à un moment, derrière le mic, tu sais plus trop comment tu vas kicker ou quoi. Tu vois. Surtout que le temps, l'époque, elle change. La musique change, le rap a changé. Donc, puis en même temps, tu te dis, c'est bien, il faut peut-être aussi laisser sa place aux jeunes, même si on a toujours un peu de mal, parce que c'est notre truc, quoi, tu vois. Mais il faut choisir une autre place, en fait, tu vois. Il faut choisir une autre place, laisser effectivement les jeunes s'exprimer comme on nous a laissé nous quand c'était notre tour, tu vois. Et puis faire sa passion, continuer à faire sa passion. Donc moi, au fur et à mesure, je reprends ma passion, je fais mon truc sans avoir l'ambition de devenir premier sur le rap, tu vois, une nouvelle fois, tu vois, mais en évoluant dans mon univers, mais pas forcément devant de l'affiche, quoi. Ok. Et donc, moi, je te vois réapparaître avec une autre marque. Rock the Street. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Yes. Alors, le logo de Rock the Street, c'est un X qui symbolise la croisée des rues, des styles, des cultures, parce que l'union fait la force, le mélange, la richesse. Je me suis rendu compte que le logo Royal Wear, il y avait pas mal d'arrondis, tu vois, mais ça, c'est inconsciemment. Et c'est vrai que je me suis rendu compte inconsciemment que je suis revenu avec un logo avec des
trucs qui piquent, des pointes et tout, tu vois. Et tu te dis, quand tu analyses le truc, tu te dis, ouais, peut-être que, tu vois, dans ce milieu, tu sais, moi, je suis plutôt un gars cool, tu vois, et tu connais, l'humanité, si tu sors pas les crocs, on veut toujours te manger, tu vois. C'est clair. Donc, c'est vrai qu'inconsciemment, ce logo est beaucoup plus agressif et il correspond aussi plus à mon état d'esprit actuel. Non pas que je sois agressif, je suis toujours le même mec cool, tu vois. Mais t'as vu, il faut attaquer, quoi, tu vois. Faut pas se laisser attaquer, faut attaquer, quoi. Donc, Rock the Street, voilà, j'ai voulu mélanger un peu toutes les cultures urbaines que j'apprécie parce que j'ai des potes qui font du skate, du surf, du ceci, du cela. Donc, j'ai de la musique, du rock, tu vois, du rock, du rap. Donc, voilà. Et comme moi, j'ai l'esprit grave ouvert, tu vois, j'ai voulu, réunir tous ces gens sous la bannière Rock the Street, quoi. Tu vois, on ambiance la rue parce que j'estime avoir ambiancé la rue toute ma vie. Donc, j'ai Rock the Street, tu vois. Donc, avec cette marque, on a fait, aujourd'hui, effectivement, c'est incomparable avec le succès de Royal Wear, mais c'est une marque qui est plus underground, on va dire, aujourd'hui, avec des vrais délires, en fait. Quand je vois, on a déployé un drapeau de 6 mètres sur 6 au-dessus de la scène avec le gros X, tu vois le bateau Move qui passe, on a déployé des bâches sur le métro avec des gros We Don't Give a Fuck, tu vois, des mecs postés, tu vois, métro aérien, postés avec leur caméra qui filment le métro qui passe. J'ai créé une collection électroluminescente, c'est-à-dire je regardais mon MacBook Pro et je voyais la pomme Apple qui était allumée, je me suis dit, ça serait bien d'avoir une marque de fringues avec le logo, tu vois, très fin sur la veste, toi, qui s'allume comme ça, rétro-éclairé et tout. Et j'ai créé une collection qui est très, très originale, c'est-à-dire j'ai pris une casquette et je me suis dit, tiens, dans la visière de la casquette, je vais mettre de la lumière, comme ça va éclairer le visage, tu vois, pour avoir un truc un peu novateur et tout. Et pareil, un sac à main, où quand la nana, elle ouvre son sac à main, la fermeture éclaire, au fur et à mesure, la lumière, elle s'allume dans son sac. Ce qui fait qu'en boîte de nuit ou je sais pas quoi, elle voit rien. C'est un bordel, souvent, dans les sacs des meufs, tu vois. Et là, grâce à ça, tu les as aidés à retrouver leur maquillage. Je te jure. Donc je suis parti un peu sur ce concept. C'est pareil, plutôt qu'un gilet jaune, j'avais le gros logo X dans le dos du... Avant les gilets jaunes et les manifestations, tout ça. Incroyable. Après, j'ai commencé un peu à développer cette collection innovante, mais je suis pas là à fond parce qu'il faut des moyens aussi, tu vois. Mais en tout cas, j'ai commencé à faire naître le truc et on peut se rendre grave compte de ce à quoi ça ressemble et c'est super original et super novateur. Donc ça contribue à ce que je te dis tout à l'heure, tu vois. J'ai l'esprit créatif, j'aime créer, j'aime. Moi, ma question sur Rock the Street par rapport à Royal Wear, est-ce qu'aujourd'hui tu laisserais rentrer un investisseur? Non, je préfère faire les choses doucement, petit niveau et monter au fur et à mesure, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs, non, ça m'intéresse plus trop. Et je te dis ça par rapport à Royal Wear, pour savoir comment ça s'est terminé, ça a influencé ta mentale, en fait. Ouais, bien sûr, ça a influencé, effectivement, maintenant déjà, je suis beaucoup plus dans le business que je ne l'étais avant, quoi. La gestion de société, tu vois, ça, oui, complètement, quoi. Complètement. Donc, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. On est à apprendre ses erreurs, ses échecs, et là, ouais, en termes de gestion de société, de business, oui, ça n'a rien à voir, quoi. Ok. Et, je sais qu'à l'époque de Royal Wear, après il y avait Comet, il y avait Toua, il y avait Dia, il y avait énormément de marques. C'était un peu l'âge d'or du streetwear français. Et je trouvais que les jeunes de banlieue, les jeunes de cité s'habillaient avec ces marques-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, ils mettent plus des marques italiennes ou de luxe. C'est-à-dire que ce soit même le Louis Vuitton, que ce soit français, mais de luxe. Ils sont plus attirés par ces trucs-là, Balenciaga et tout ça, et moins par les marques de streetwear français. Donc, du coup, il y en a moins. Est-ce que tu fais attention à ces choses-là ou alors t'évolues en parallèle, tout ça, tu fais pas attention, tu te dis ma marque, c'est ma marque et je la market comme je le sens? Non, de la même façon, tout à l'heure, je te parlais d'une radio qu'éventuellement tu pourrais animer, qui aurait l'éclat dans Skyrock. Je pense que les gens du mouvement devraient créer une marque, ils doivent créer une marque de luxe. Avec tout ce qu'il faut, quoi, tu vois, pas faire semblant de créer une marque de luxe. Il y a que comme ça parce que c'est toujours pareil, tu vois, on a des trucs qui sont censés nous appartenir, on les laisse s'évader, s'échapper, pour que d'autres en profitent. Donc à chaque fois, on est responsable de nos échecs à ce niveau-là, quoi. Donc je vois qu'effectivement, les jeunes s'habillent avec des marques de luxe, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a emmené ce qu'il fallait, en fait, qui a emmené ce qu'il fallait à tous les niveaux, quoi, à tous les points de vue, et ça manque. Ok, je vois. Et musicalement, alors, aujourd'hui, parce que on parle de Rock the Street, la marque et tout, mais il y a un pôle musique. Ouais, tu parlais, je suis en train de penser au défunt, comme il s'appelle, Virgil Abloh, là. Parce que là, lui, c'est une marque de street. Peut-être que tu parlais de marque française, en fait, quand tu disais il n'y a pas de marque street sur lesquelles vont les jeunes, ils sont toujours en Gucci. Oui, je parlais de français. Ouais, ça marche. Parce que je faisais un parallèle avec l'époque Royal Wear, tout ça. Ouais, complètement. C'était plein de marques françaises et là, il n'y a plus. Et que les jeunes aujourd'hui
veulent des marques de luxe. Ouais, après, c'est vrai qu'avant, il y avait le hip-hop avant. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus le hip-hop, en fait. Ouais. Il y est parce que toi, tu vis, parce que moi, je vis, tu vois. Ouais. Mais avant, tu rappais pas si c'était pas hip-hop. Ouais. Tu es d'accord avec ça ou pas? Totalement. Ok. Totalement. Maintenant, aujourd'hui, il y a le rap. Exactement. Ouais. Et il y a même, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu me parles de quoi, là? Ouais. Tu vois, c'est assez ouf. C'est un grand mot, le rap, aujourd'hui. C'est large, ça englobe plein de choses. Et à l'époque, ça englobait pas tout ça. Ouais. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que c'est important. En tout cas, c'est super important ce que tu dis, c'est vrai. Ouais, et c'est malheureux. Voilà. Et c'est malheureux que le hip-hop qui nous apporte tant et nous apprend tant. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que je dis, tu sais, il vit toujours en toi, ta façon dont tu évolues, dont tu fais ton business et tout. Mm-hmm. Mais c'est important que cette culture elle perdure, en fait, tu vois. Ouais. Je crois qu'on a un devoir à ce niveau-là, d'une certaine façon, qu'on fait peut-être inconsciemment déjà. Je sais la pas, résistance, c'est de la résistance. Ouais. Il n'y a pas de souci. Donc la musique, t'as des choses, déjà, j'ai vu, il y a des morceaux qui sont sortis, il y a Kim Kardashian, que j'ai beaucoup aimé, et c'est d'ailleurs une vidéo où vous étiez sur une péniche, c'est là que j'ai vu ta fille. Yes. Grande, tout ça. Elle est pas si grande, mais... Ouais, non, mais moi, je suis resté bloqué au clip de Je voulais, moi. Sûr, pour moi, elle était encore comme ça. C'est pour ça. Voilà, salut. Non, c'est sûr, 23 ans, la Lulu. Ok. Yeah. Donc ma fille Luna, j'avais fait un morceau pour elle à l'époque sur mon premier album, et pour mon fils effectivement à travers le morceau Paris est magique qu'on a fait avec Didier Joey dernièrement, c'est aussi un clin d'œil pour lui et surtout un clin d'œil pour la ville de Paris qui nous a permis, Didier comme à moi, Didier d'une façon incroyable de réaliser nos rêves quoi. Bien sûr. Didier Joey Star. Hein. Voilà. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a un album, il y a quelque chose que... Alors disons que j'ai eu la chance de signer chez Playtoo, donc qui n'est pas la plus petite des maisons de disques, en tout cas elle est très intéressante. Voilà, c'est là où il y a Taïk. Ouais, qui a Maître Gims également, et d'autres encore, hein. Vianney, j'en passais des meilleurs, donc c'est une belle opportunité. Ils ont souhaité que je fasse un EP en fait, la maison de disques a souhaité que je fasse un EP. Ok. Aujourd'hui, je vois comment est l'univers de la musique. Et en fait, moi, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est-à-dire, j'ai envie de développer un film documentaire parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'images que j'ai captées avant que le téléphone portable apparaisse. Donc, c'est des images qui donc ont une valeur inestimable et qui sont très, très intéressantes et qui peuvent être un bel héritage à ma culture pour un jeune qui aime la mode, la danse, la musique. Donc, plutôt que de sortir un EP pour me faire plaisir, parce que tu vois, pour développer un EP, c'est cartonner, il faut quand même y mettre des choses à côté ou bien faire comme Orelsan, tu vois. C'est-à-dire se dire, écoute, j'écris le morceau du siècle, tu vois. Mais c'est possible aussi, hein. Tout est possible dans ce monde, tu vois. Mais moi, j'ai préféré me dire, écoute, comme j'ai filmé depuis très longtemps et que j'ai cette ambition de faire un film tôt ou tard par rapport à toutes ces images, pour le coup, bien avant que le petit frère d'Orelsan se décide à filmer, puisque je suis beaucoup plus vieux. C'est ça. Ce qui fait que j'ai des images incroyables et je préfère effectivement sortir ce film documentaire sur ce parcours. Sans aucune prétention, hein, tu vois, c'est pas juste un film sur mon nombril et moi, mais plutôt un film qui t'explique que voilà, quand t'as un rêve, accroche-toi, tu peux y arriver. Par contre, méfie-toi, il y a toujours des gens mal intentionnés là-dessus. Ouvre les yeux là-dessus, tu vois. Donc c'est pour témoigner d'un parcours. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'être une superstar pour faire un film sur soi. Je veux dire, comme je dis souvent, la voisine, elle peut avoir une vie incroyable sans être une superstar, sans que les gens chantent ses chansons dans les concerts, tu vois. C'est vrai. Et voilà, donc je pense que toutes les vies sont intéressantes à partir du moment où tu en prends conscience que ta vie, elle n'a pas moins de valeur que celle d'un autre, en fait, tu vois. Donc voilà, donc je prépare ce film et sur ce film, il y aura aussi la bande originale, une BO, avec des musiques. Et je trouve ça vraiment plus intéressant, effectivement, d'arriver avec de l'image et du son, plutôt que simplement avec du son, de cette façon-là, en tout cas. Très bonne idée, et moi, je suis pressé de voir ça. Cool. Ah ouais. Très bien. Il y avait des artistes aussi qui gravitaient autour de toi, je parle de la période actuelle, le rock de street, tout ça. Ouais. T'es pas dans des trucs de produire des artistes? Ouais. Après, c'est toujours pareil, hein, tu sais. Aujourd'hui, il faut être, c'est pas mon objectif aujourd'hui, tu vois. J'ai fait mon truc dans la musique. La musique, c'est mon kiff. Je continuerai d'en faire jusqu'à ce que je crève, tu vois. Mais j'ai des artistes autour de moi à qui je donne la force, tu vois, pour qu'ils puissent décoller par eux-mêmes, quoi, tu vois. Voilà, quoi. Donc, effectivement, il y a une famille rock de street de différents artistes et on est toujours là pour leur donner la force dès qu'il y a besoin. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Et ici, on ne laisse pas nos invités partir sans un cadeau. Donc j'ai un cadeau pour toi. Cool. Voilà. C'est un livre. Je te laisse le découvrir. Dapper Dan est un Américain qui vient d'Harlem. Et c'est quelqu'un qui avait l'habitude de customiser, mais vraiment dans les années 80, dans les débuts du
hip-hop, du rap business en fait. D'accord. Il customisait des habits, c'est-à-dire il allait prendre des trucs de Gucci et il les taillait façon hip-hop. D'accord. Et tu dois sûrement avoir des vinyles chez toi, par exemple Eric Bien Ouais, Rakim. c'est lui qui m'a dit ça, j'ai pensé à ça. Voilà. C'est lui qui faisait ça. C'est donc. lui qui faisait ça. Il a Magnifique. fait des trucs pour Mike Tyson, il a fait des trucs pour LL Cool J, tout ça. Magnifique. Et voilà. Et Gucci en avait marre et ils lui ont dit ouais, il fermait ses boutiques. Dès qu'il ouvrait une boutique qui marchait, on fermait ses boutiques. Et le truc qui est beau dans l'histoire, c'est que là, il y a quelques années, ils l'ont embauché. Waouh. Ils ont eu besoin de relancer le ouais. truc et ils l'ont dit Ouais, bon. c'est vrai que maintenant, ils se tournent vers nous maintenant. Voilà. Après nous avoir repoussés comme Lacoste ou autre. C'est ça. Mais en tout cas, merci pour le cadeau. Et puis, pour moi, ça fait une belle découverte parce que c'est vrai que j'étais toujours bluffé par les fringues d'Eric Ben Rakim. C'est lui. C'est lui. Bah, mortel. Bah, merci beaucoup. De la bombe. De rien. Yeah. Merci à toi d'être venu ici. Avec plaisir. Et d'avoir raconté ton histoire. Yeah. Et on le répète, il y a un documentaire qui est carrément. en route. Et voilà, et tout ça, c'est que du positif, hein, parce que on vit un rêve, quoi qu'il arrive. C'est clair. Driver, t'es d'accord avec ça ou quoi? Moi, je suis totalement donc d'accord voilà, avec ça. j'encourage la jeunesse à aller dans le bon sens. Voilà. Et vive le rap. Yeah, vive le rap, frérot. Merci à toi, Yeah, Sylvie. plaisir. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.